Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de prendre du plaisir à nous suivre en cette belle matinée de jeudi 19 juillet 2018. Au chapitre Fer croisé, il sera question, bien évidemment, du changement climatique. Donc, on va parler environnement ce matin, vous l'aurez ainsi compris. Mais rassurez-vous, vous suivrez les différents points de votre émission, à savoir les titres des canards qui ne sont pas venus avec Corneille Haïsset, l'essentiel de l'actualité au plan national avec Laurent, Roland, Torinquez et derrière. Le Zémidian aura bien évidemment droit de citer à travers sa courte rubrique « On vous aime », sans oublier la musique et le sport avec Judicaël Polycarpe Haïdino. Et puisque nous formons un trio, eh bien, il convient de vous présenter les autres acolytes de cette tronche, bien évidemment. Bonjour Corneille. Bonjour Loris Frédéric d'abord, bonjour Laurent, bonjour mesdames, messieurs. Oui, bonjour Laurent. Bonjour Loris, bonjour Corneille et bonjour à tous ceux qui nous suivent. C'est vrai qu'il y a d'autres qu'on ne salue pas. Ah oui, justement. Oui. On dit bonjour à M. Sabé qui est là-bas. M. Sabé Choudaton. C'est aussi la part ingrate de ce boulot aussi. Justement, bonjour à M. Sabé Choudaton et bonjour à tout le monde de l'autre côté. Justement, oui. Et je n'oublie pas Marc Favrel de Higby. Voilà, c'est un peu cela que se compose l'équipe. Sans oublier la diffusion. Justement. Ah oui, parce que si PFM de l'autre côté, vous ne serez pas suivi à la maison. Justement. Et ce n'est pas Pierre seul. Pierre Foinquin seul. Il y a aussi Ariane Ago. Voilà. Aussi également. Allez, on va suivre maintenant, mesdames et messieurs, les titres des canards qui ne sont pas venus ce matin, plus après. On reviendra sur un ou deux titres avec Corneille Haïsset. Le temps permettra à Laurent, Roland, Toninquez de s'apprêter à nous livrer l'actualité au plan national. La une des journaux. La revue des titres ce matin d'Éden. Bienvenue à toutes et à tous. La Nation pour démarrer cette revue. La Nation qui affiche à sa une développement durable au Bénin entre progrès et défis à la faveur du forum politique de haut niveau sur le développement durable tenu à New York et a pris fin ce mercredi 18 juillet. Le Bénin a présenté sa contribution à la mise en œuvre des objectifs de développement durable. Les progrès réalisés ainsi que les défis à relever ont été exposés à l'occasion par Abdoulaye Biotchane, ministre d'État chargé du plan et du développement durable, chef de la délégation béninoise. La suite de l'article publié par La Nation a retrouvé en page 3 du quotidien. On reste avec La Nation, journée internationale Nelson Mandela, c'était bien sûr ce mercredi 18 juillet. Promouvoir les valeurs de bienfaisance et de volontarisme, l'UNICEF au chevet des enfants vulnérables à l'OCPN. On reste avec ce même quotidien, La Nation, qui titre aussi Commune de Dangbo, des ouvrages sanitaires de plus de 160 millions de francs CFA à l'abandon. C'est dans la commune de Dangbo. La dépêche titre ce matin, amendement par les députés de la loi portant charte des partis politiques entre voracité et consensus. Entre voracité et consensus, le BMP symbolisé ici sur la une par un lion et puis la minorité par un poc épique. Allez-y comprendre, c'est tellement ce que le message du quotidien, la dépêche, première édition de Master en sport, boule, le Bénin hérite de l'organisation avec la dépêche aussi. Autre titre à lire aussi avec ce même journal, décision DCC 18-147 sur le brouillage des fréquences radio. Il urge d'appuyer la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication dans la protection des médias. À la suite de la dépêche, on retrouve Matin Libre. Matin Libre qui titre référendum ou non pour l'amendement de la Constitution. Talon pour la surprise à la veille du 1er août, c'est une interrogation. Les détails à retrouver en page 2 du quotidien. Autre actualité avec Matin Libre, contrôle du taux d'alcool sur les routes. Ces alcotests qui enflamment la toile, autant de conducteurs, autant d'embouts, interrogations, crainte d'hépatite. Le général Rounoukbe interpellé, c'est à lire avec Matin Libre. Le même journal titre aussi lutte contre la corruption sous la rupture. La trésorerie se porte-t-elle mieux 2 ans après? Interrogation également à retrouver avec Matin
Libre, le Béninois libéré, pour poursuivre cette revue des titres, le Béninois libéré, amendement de la Constitution par référendum, l'abandon comme voie de la sagesse, titre le Béninois libéré, situation au port autonome de Cotonou, Juris Thaïs remplace Christian Decloc, c'est allié avec le Béninois libéré, puis 33e édition du gala des managers africains à Paris. Dossoir décroche l'Oscar des Oscars. L'information est publiée par le Béninois libéré, 33e édition du gala des managers africains à Paris. Dossoir décroche l'Oscar des Oscars. Et pour ceux qui ne le savent pas, Dossoir c'est le promoteur du groupe de presse Eden Télévision et Diaspora FM. On va continuer où on reste avec ce même quotidien Le Béninois libéré en récompense aux bonnes performances affichées par le régime de la rupture. Séance de travail entre le secrétaire général de l'ONU, Guterres, et Abdoulaye Bio-Tchane. L'information nous est rapportée par Le Béninois libéré, le Martinal. Le Martinal, scandale financier sous la refondation. Nouvelle tempête autour de Maria Gleta. C'est le quotidien Le Martinal qui apporte l'information ce matin. Une fois de plus, Patrice Talon aura l'occasion, vu le développement de l'actualité nationale, de montrer à ses compatriotes ses convictions dans la lutte contre la corruption. À ce effet, le scandale financier de Maria Gleta va encore troubler le sommeil de plus d'un. La suite de l'article à lire en page 11 du quotidien Le Martinal, augmentation des bourses marocaines au profit du Bénin. Titre aussi le matinal, succès diplomatique pour Atanasso, ministre de l'Enseignement supérieur de la recherche scientifique. L'Authentique, le quotidien L'Authentique parle aussi du dossier concernant l'amendement à la Constitution. Le quotidien qui titre amendement à la Constitution, le MRR de Léopold Gbenoum partage la même vision que le chef de l'État et se dit prêt pour le référendum. Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. Encore une promotion de taille pour Dr Romaric Ogou Allé. Et puis sujet d'actualité avec l'honorable Gérard Gbenochi. En 2019, les Béninois sauront que Patrice Talon est un bon président. Titre sur le quotidien L'Authentique. En 2019, les Béninois sauront que Patrice Talon est un bon président. Propos de l'honorable Gérard Gbenochi, relayé par L'Authentique. Le quotidien d'Abarou, titre ce matin, période de vacances à Parakou. Ces jobs qui occupent les vacanciers. Lesquels jobs c'est à retrouver dans les lignes du quotidien d'Abarou, titre également ce matin, CCIB, région économique de Parakou, El Hadj Kamilou Harouna retrouve son fauteuil. L'information est rapportée par Dabarou. Le quotidien, le Caribou maintenant, pour boucler cette revue. Le titre Caribou qui titre démission confirmée du directeur général du port autonome de Cotonou. Deux blocs accusent des pratiques malsaines ancrées au port. L'information est publiée par le quotidien Le Caribou. Ouverture ce matin d'une session extraordinaire au Palais des Gouverneurs. La révision de la charte des partis politiques au menu. Et puis, couleur des véhicules de la police républicaine. Ce peintre-là manque de goût et d'esthétique. Ceux qui ont certainement vu déjà ces couleurs dont il est question pourront alors en juger. Ça, c'est à l'attention des auditeurs de la 102.3. En tout cas, les téléspectateurs voient très bien l'image à l'écran. Couleur des véhicules de la police républicaine. Ce peintre-là manque de goût et d'esthétique selon le quotidien Le Caribou. Merci à tous. Merci, Corneille Aïssé. Je ne serai pas aussi incisif que le journaliste de la rédaction de Caribou qui pense que le peintre manque de goût. Je pense bien que le goût est relatif ou les goûts sont relatifs, dit-on maintenant, à se prononcer aussi vertement comme ce confrère de Caribou. Je pense que c'est un tout petit peu osé. Ah oui, puisqu'il n'est pas peintre, lui manipule plutôt les plumes. Et c'est pas Corneille Aïssé qui me dira le contraire. Mais il est libre de son appréciation. C'est plutôt l'intitulé ou la formulation qui ma foi,
m'a l'air un peu osé. Osé et peut-être pas prudent. Est-ce que c'est le peintre qu'il faut accuser ici? Peut-être, je dirais peut-être pas, puisque on lui a certainement intimé l'ordre d'utiliser ces couleurs. Encore que là, Caribou n'a pas sorti un sondage. Justement. Donc, moi je dis, c'est peut-être pas la faute du peintre. Reste à voir aussi l'accueil mis à sa disposition. Que réserveront bien évidemment les citoyens à, justement, c'est vrai que ce design. C'est vrai que moi aussi, quand j'ai vu un peu les couleurs, les véhicules additionnés, j'ai vu les tenues, bon, esthétiquement, ce n'est pas trop à mon goût. Mais ici, il n'est pas question de goût. C'est vrai qu'on dit souvent que des goûts, des préférences, il n'y a pas de débat. Alors. Chacun a ça. Non, c'est pas forcément ça. C'est pas forcément ça, c'est personnel. Maintenant, le problème ici, ce n'est pas le problème des couleurs, ce n'est pas le problème des véhicules esthétiques ou de l'esthétique de la tenue, ce n'est pas forcément ça. C'est l'organisation qui y aura derrière tout ceci. C'est les moyens qu'il faut. C'est l'efficacité, c'est les moyens qu'il faut donner à la police républicaine pour traquer ces bandits-là, qu'ils cessent de nous emmerder un peu. Vous savez, quand on tend un peu vers certaines périodes de l'année, vous le savez très bien. Donc, il faut quand même donner les moyens à la police. Il faut en recruter plus. Il faut les déployer comme il faut dans tous les coins du pays pour assurer la population des Béninois. Donc, au-delà de ces couleurs, d'esthétique et autres, je crois que le débat est ailleurs, hein, en tout cas selon moi, bien sûr. Avant de poursuivre, on se doit quand même de dire nos félicitations au PDG du groupe Petroline. Oui. Et bien évidemment au PDG tout à fait. de ITV International, le groupe de presse Diaspora FM et Eden TV, qui a été sacré encore, qui a été hissé au sommet. Sommet Oscar des Oscars. Oui. Ah oui. Samuel Dossoiré mérite parce qu'il s'est beaucoup donné dans le monde des affaires. Il a confirmé sa suprématie en affaires. Le style discret du monsieur fait que l'on n'a souvent pas on l'entoure pas souvent de la visibilité qu'il faut, ses actions, mais il marque et il continue d'étonner sur le continent et au-delà des frontières de l'Afrique. Oui, sur le continent africain. Et également au-delà des frontières africaines, sur d'autres continents, sur la planète aujourd'hui. M. Samuel Dossoiré n'est plus n'importe qui. En tout cas, il a confirmé dans le monde des affaires, quand on parle de pétrole, quand on parle aujourd'hui d'autres affaires sur le continent, M. Dossoiré confirme de plus en plus son savoir-faire. Et il se bat beaucoup, il faut le dire, pour ce continent, pour le continent africain et pour le Bénin. Pourquoi pas? Vous connaissez le nombre d'entreprises qu'il a au Bénin, le nombre d'employés qu'il a au Bénin sur le continent. Donc, il fait partie des fils dignes du continent qui méritent. C'est vrai que c'est difficile à remarquer au pays parce qu'ils n'optent pas pour le même principe que les autres. Non, vous savez, moi, je vois toujours ils monsieur... Ils ne sont pas de médias. C'est ça, justement. C'est un style discret. Ici encore, c'est la discrétion totale. J'ai souvent l'habitude de le comparer sur ce plan-là au président Talon, encore qu'avec M. Aoré, c'est encore plus le surnom même de la discrétion. Il est effacé. Et même quand il est ici au Bénin, vous le sentez même pas. Hein. Ah oui. Et puis, il reste un homme, mais il agit beaucoup. Et nous devons quand même remercier, encourager M. Samuel Dossoiré, pas parce que c'est le PDG du groupe de presse international et International TV, non, pas forcément ça, mais parce que c'est un digne fils de l'Afrique. C'est aussi un choix. C'est aussi un choix. L'efficacité dans la discrétion. Il aurait pu quand même recruter des milliers de clébés sur la toile, WhatsApp et autres pour vanter les mérites. Et au-delà de cette qualité dont nous parlons dans le monde des affaires, c'est un sage. C'est vrai. C'est un sage. Nous savons de quoi nous parlons. Et c'est la marque des grandes personnalités. On va aborder autre sujet. Un cas d'éléphant blanc, cette fois-ci à Dango. 160 millions de structures abandonnées. C'est publié par le quotidien La Nation. Bon, vous savez très bien. Vous savez, souvent, qu'est-ce qui conduit à ces éléphants blancs? C'est des marchés qu'on donne à des opérateurs économiques à X ou à Y qui peut-être n'est pas en mesure de finir les travaux, mais qui n'a peut-être pas aussi les capacités
sur le plan... Les compétences, les capacités. Et généralement, c'est sur le plan technique, sur le plan financier. Et puis, ils prennent les marchés. Peut-être il y a un 10%, il y a des ristournes autour. Et puis, on leur confie les marchés. Et ils exécutent le travail à un niveau donné. Et puis, bon, paf. Aussi le manque de suivi. Le manque de suivi. Et puis, manque de rigueur. C'est quand même regrettable que ça puisse continuer comme ça. Il faut que les autorités à divers niveaux... On en dénombre presque dans toutes les communes du Bénin. Oui, ici maintenant, la nation parle du cas de Dangbo. Mais quand vous dites Dangbo, vous allez dans l'intérieur du pays. Des forêts ou des... Plein. Des logements sociaux qu'on a construits dans ce pays, qu'on n'a pas achevés, des routes qu'on entame, qu'on n'achève pas. Il y en a beaucoup, les écoles, il y en a beaucoup. Donc, il faut aussi que le gouvernement de la rupture aussi dans ce domaine-là fasse le point de ces éléphants blancs, fasse le point de ces bâtiments inachevés abandonnés dans les coins et recoins du pays, et parce que c'est construit pour le bien-être des populations. Et il faut qu'une fois de plus, on attire l'attention là-dessus pour qu'on les mette vraiment... Dernière virgule avant de finir avec vous pour le compte de cette matinée qu'on est ici sur nos axes routiers maintenant, l'alcotest. C'est une bonne initiative, hein? Parce que vous voyez, on nous dit souvent, quand vous vous réveillez le matin, et ça c'est... Mais on ne constate pas encore les contrôles. On dit que quand vous mettez un peu de ce que nous savons là, le vin de palme là, quand on met un peu, c'est en ce moment qu'on voit bien, qu'on voit clair, la visibilité, mais on se trompe largement. Non, c'est vrai que ça stimule. Ça stimule. Mais ça stimule quoi? C'est quand justement, c'est quand vous mettez votre organisme sous la dépendance de ces produits-là, de ces substances, que vous avez l'impression que ça stimule. Et quand vous ne les prenez pas le matin, vous avez l'impression que vous n'avez pas beaucoup d'énergie. Non. En réalité, le matin, vous n'avez même pas besoin de ce genre de produits parce que le système est frais. Vous revenez d'un sommeil, d'un long repos, le cerveau est frais. On n'a pas besoin forcément d'aller mettre l'autre petit vin, notre vin raffiné. D'autres l'ont adopté comme élément motivateur. Ça, vous savez de quoi je parle. Et c'est comme ça, vous les voyez le matin, là, ils ont les yeux tout rouges. Oui. Quand vous prenez, je ne lance pas la pierre, je ne parle pas mal de nos émidiens, hein, nos tarsis, la ville, là, quand vous les prenez le matin, parfois, ils ont les yeux rouges. C'est comme un lion qui est sur le point de bondir. Non, si vous le dites ainsi, c'est pas tous, justement. Alors, je dis, on n'a pas besoin de ça, et puis c'est une bonne initiative. Il faut simplement que la police républicaine soit quand même soutenue dans cette initiative-là, parce que vous voyez, ailleurs sous d'autres cieux, quand on constate un peu le dérapage, on vous soumet à ces genre de tests-là. Consommation et conduite en état d'ivresse, tout, il faut quand même accorder les moyens qu'il faut. Nous avons appris dernièrement qu'il y a il ne faudra plus attendre les dérapages. Du matériel radar que la police a pu avoir maintenant pour contrôler aussi les vitesses en circulation dans nos grandes villes. Ça, c'est des initiatives à saluer. On sent une certaine modernisation de notre police et c'est à l'actif du régime en place et c'est pour le bien, la sécurité du peuple béninois. Et le général de brigade Nazaire Ononkwe l'a dit, désormais, la police républicaine se donne comme tâche, comme mission d'aider les citoyens à mieux se comporter. Si vous êtes tenté par un verre ou un talopémie, comme on le dit au pays, eh bien, faites-le chez vous. Prenez peut-être le soin de vous brosser. Qui sait? Et puis il y a aussi l'autre phénomène, le phénomène des tisanes avec le talot. Avec coup d'œil autre. Non, cette fois-ci, c'est... Ça, ils vont vous dire que c'est médicament. Non. L'essentiel est que il n'interdit pas de boire. Vous pouvez boire chez vous. Oui. Mais si vous n'avez pas un programme de sortie, si vous n'avez pas à prendre votre deux roues ou votre volant, allez, vous pouvez boire chez vous. C'est pas interdit. Mais maintenant, ici aussi, c'est l'essai qui est dénoncé. Encore qu'on ne sait pas jusqu'à quel niveau. Est-ce que c'est l'odeur qui est sanctionnée? Est-ce que c'est le capital, la dose d'alcool? Dieu seul sait ce que l'appareil remarque. Est-ce que c'est l'odeur? C'est là l'autre problème. Si c'est l'odeur, c'est compliqué. On ne buvait plus du tout alors. Maintenant, si c'est une certaine dose que l'appareil constate que l'alcotest... Et c'est comme si la police a bien choisi la période
ou comme si... Quelle période? Mais la période de juin, de juillet, d'août, là, c'est la période de fraîcheur. Oui. Et quand c'est comme ça, mais c'est le tonton le matin, c'est ça aussi il prend pour vaincre la fraîcheur. Alors que l'organisme a ses dispositifs naturels pour lutter contre la fraîcheur. Donc la période choisie aussi. Ou quelques petits foulées autour de sa maison ou dans sa rue, et ça y est, on retrouve sa pleine forme. Allez, Corneille, on va s'arrêter là, pour retrouver maintenant Laurent Roland Toninkès pour l'actualité au plan national. Bonne journée à vous, Corneille. Merci, Doris. On vous retrouve demain. Demain, tout à l'heure, sur Fait Croiser. Oui, déjà pour parler environnement, à côté du sieur Hippolyte Dossa, spécialiste en droit de l'environnement et expert en développement durable. Il s'agit question de la gestion des changements climatiques. On va s'intéresser surtout au rôle des communautés à la base, surtout cette fois-ci. Donc c'est bien précis. Alors, merci, à très vite donc. Merci, à tout à l'heure. On vous laisse vous documenter, vous armer pour croiser le verbe avec Hippolyte Dossa. Laurent Roland Toninkès, je reviens maintenant à vous pour le bulletin d'information. Et c'est au chapitre éducation que nous l'ouvrons ce matin, Laurent Roland Toninkès. La phase écrite de la session en 2018 du baccalauréat a pris fin. Évidemment, la phase écrite de l'examen du baccalauréat session de juillet 2018 s'est achevée ce mercredi au thème de 3 jours de composition. Pas d'incident noté au collège d'enseignement général 1 d'Abomey-Calavi, où dans la matinée de ce mercredi 18 juillet, les candidats à leur sortie se sont prononcés sur la teneur des épreuves. Nous les suivons. On vient de terminer, comme vous le voyez, la composition de comptabilité. Et ça a été très abordable. Les chapitres qui nous ont amenés, c'était les chapitres qu'on a fait lors des révisions. Et les sujets qui nous ont été proposés étaient des sujets très faciles. Ça promet, mais comment dire, ce à quoi on s'attendait, ce n'est pas ça qui est sorti, surtout en économie. On nous a donné les trucs plus d'entreprise et en comptabilité aussi. On a remarqué aussi qu'il y avait des trucs qui manquaient sur les épreuves. Ça nous a posé aussi beaucoup de difficultés. Les épreuves ont été abordables. Je pense que notre niveau, ça peut traiter les épreuves qu'ils nous ont données là. C'est pas trop difficile. En tout cas, moi, j'ai fait de mon mieux. Et je pense que le succès serait au rendez-vous. J'espère un bon résultat et les épreuves aussi sont abordables. Je ne suis pas déçu d'avoir reçu les épreuves et que tout ce que nous avions appris en salle sont revenus sur les épreuves. Bon, là, je pourrais dire que je suis très content de ma performance sur les épreuves. C'est tout ce que je peux dire. Ces apprenants, ces candidats. Alors, on change maintenant de niveau et justement de sujet. La phase de correction a cette fois-ci démarré pour ce qui concerne le CEP, le certificat d'études primaires. Justement, elle réunit depuis le lundi 16 juillet donc des dizaines de correcteurs dans des centres réservés à cet effet. Parmi ces centres, il y a celui de l'école primaire urbaine centre de Cotonou dans le département du littoral. Ici, ce sont des centaines de copies rendues par les candidats les 2 et 3 juillet 2018 au cours de la phase écrite de l'examen qui sont évalués. Et les premiers enseignements sont plus encourageants. Les candidats ont obtenu de bonnes notes en UST, enseignement scientifique et technologique par exemple. C'est du moins ce que nous dit Thomas Djossou, il est président de la commission UST. On l'écoute au micro d'Antoinette Sagbo et Fiacre Voitan. Bon, je crois que ça se passe très bien. Il n'y a pas tellement d'absents, seulement la première journée où on a enregistré quelques absents qui sont déjà remplacés par le comité technique. Déjà avec le premier lot, nous avons constaté que les enfants ont travaillé. Avoir les copies déjà, les enfants ont travaillé. Il y a de très bonnes notes. Quelques notes, quelques minables. Sinon, dans l'ensemble, ça va déjà. Il y a des 18, voire même des 19. Nous sommes au second lot. On ira jusqu'à 6 à 7 lots. Oui. Et par lot, vous avez des milliers de copies. Vous avez le français, l'expression écrite d'abord. Il y a la compréhension de l'écrit, ça la lecture, ce qu'on appelle lecture. Vous avez après l'éducation sociale, l'ES. Vous avez ensuite ce que nous corrigeons ici, l'EST, l'éducation scientifique et technologique. Vous avez l'EA. Voilà. Le PS est déjà fait sur le terrain. Donc tout est déjà fait. Donc, voilà pratiquement ce que nous avons. Quand nous corrigeons, l'enfant doit avoir 10 au moins
avant de passer au perfectionnement. C'est les notes de bonus pour apprécier la lisibilité de la copie, tout ça là. Maintenant, après ceci, il faudrait sur les 8 matières que l'enfant ait au moins la moyenne dans 6 pour être déclaré admis. Admis pour le CEP. Maintenant, pour l'entrée en 6e, ça dépend. C'est l'appréciation par rapport au champ de formation. Français ou mathématiques, l'enfant doit avoir travaillé dans ces 2 champs de formation pour espérer être classé en 6e. Nous en parlions tantôt, vous y êtes revenu, Laurent Roland-Toninquès, récompense décernée, bien évidemment, à propos de la récompense décernée à l'homme d'affaires Samuel Dossou. Cette fois, c'est le Conseil international des managers africains CIMA qui a identifié le président directeur général du groupe pétrolier en lui décernant l'Oscar le plus prestigieux des titres honorifiques décernés par le CIMA. Par cette distinction, le Conseil reconnaît les efforts déployés par M. Samuel Dossou Aoré qui, selon Sili Abdalassi, président fondateur du CIMA, a marqué et impressionné le monde des affaires en hissant au plus haut niveau le monde pétrolier par son engagement depuis plus de 4 décennies dans le développement des infrastructures et dans l'humanitaire. Autre volet. Maintenant, nous sommes sur le tronçon Kalavik-Bota, Wedo, pour faire un constat. Encore revêtue de terre de barre, l'interruption des travaux crée de nombreux désagréments aux usagers de cette route. Une situation sur laquelle nous avons interrogé le chef d'arrondissement de Wedo. Il évoque les raisons de cette interruption et les initiatives pour y remédier. La construction de la voie qui relie Kalavik-Bota à Kokokodji en passant par Togba, Wedo et Révier a été lancée il y a plusieurs mois. Mais quel est l'état d'avancement des travaux à la date d'aujourd'hui? À un moment donné, nous ne voyions plus les agents de Ibomaf sur cette voie. Nous en avons parlé au maire, Georges Bada. Bientôt, nous aurons une suite. Les usagers de cette voie rencontrent d'énormes difficultés, surtout en cette période pluvieuse. C'est Ali. Bon, miro hoton da wedi ali de we ko yin bo. Ina wa so ton e ko li pedi. Me mi ka mo do mendele gbon fine bo ye pe wa. Bo wa yin do to gan mi ton. Patrice Talon we nu din we ali zo ni wa be o. Les travaux devraient commencer il y a longtemps. Plusieurs chefs d'État avaient pris l'initiative, mais c'est au temps de Patrice Talon que les travaux ont commencé. Nous lui disons merci, mais nous souhaitons que les difficultés des usagers de cette voie ne soient plus longues, car à l'étape où ils en sont, les travaux ne peuvent plus être arrêtés. Pour soulager les peines des usagers de ce tronçon, il est donc souhaitable que les travaux soient achevés dans un délai relativement court. Et cette fois-ci, une nouvelle moins gaie, à présent, ou pas du tout gaie. Ce n'est plus un secret. Depuis ce 13 juillet 2018, Oscar Kidjo n'est plus. Musicien, arrangeur et producteur phonographique, il a été directeur de la promotion artistique au ministère de la Culture. Oscar Kidjo n'est plus depuis ce 13 juillet. Nous suivons ici quelques témoignages à cet effet. Oscar Kidjo, vraiment, sa disparition est une perte pour le monde culturel béninois, sinon africain. C'était l'un de nos meilleurs directeurs de la promotion artistique et culturelle au Bénin. Et Oscar Kidjo, comme on s'appelait affectueusement mon vieux père, a toujours lutté pour la promotion des jeunes talents artistiques et culturels du Bénin. Il a été un grand directeur de management culturel, des projets culturels. Et il a promu beaucoup de jeunes. Et certains aujourd'hui sont devenus de grands professionnels.
et que quelqu'un qui ambitionnait de faire du Bénin vraiment une grande plateforme pour toutes les cultures béninoises. Je crois qu'il a créé un centre à cet effet à Ouida. Et c'est une grande perte pour nous. Quand j'ai appris sa disparition, ça m'a surpris. Parce qu'en 2016, lorsque j'étais assistant du ministre de la Culture, il m'appelait souvent pour dire « Hey, mon vieux père, si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas. La lutte culturelle, c'est pour nous tous. » Vraiment, j'ai les larmes aux yeux pour la disparition de ce grand homme. Oscar Kedjo était quelqu'un de profondément trempé dans son domaine, parce qu'il avait une connaissance très poussée de l'art musical. Ça, c'est important de le dire. Il n'était pas de ceux qui font de l'à peu près. Il n'était pas une génération spontanée. Et il contrastait, c'est-à-dire que ce potentiel qu'il avait, qui était énorme, contrastait avec justement son humilité profonde. Il était d'une simplicité déconcertante. Au point où, lorsque vous ne l'approchez pas à fond, vous ne réalisez pas que la plupart des morceaux, des arrangements, des musiques originales de l'RTB, tout ce que vous écoutez à la radio, vous voyez à la télé, vous ne vous imaginez pas que c'est cet homme qui passe inaperçu à côté de vous qui en est l'auteur. Et donc c'est ça, moi, qui m'a beaucoup marqué dans le parcours de cet homme. Oscar Kedjo a été un acteur défenseur de la promotion artistique et culturelle du Bénin. Il a poussé beaucoup d'artistes béninois, que ce soit de l'ancienne génération comme de la génération montante. Il a vraiment permis à beaucoup d'artistes non seulement de s'affirmer, mais aussi de trouver leur chemin. Parce qu'il était un grand rêveur, et lorsque vous venez dans son studio, il ne se contentait pas seulement d'arranger vos morceaux. Il vous disait avec une humilité que c'est ce chemin qu'il vous faut, c'est ceci qu'il vous faut, c'est cela qu'il vous faut. Et je pense que ça a permis à beaucoup d'artistes béninois de retrouver leur repère, parce que c'est très important. Quand je fais le tour, pour le moment, honnêtement, quand je fais vraiment le tour, le parcours de cet homme, pour le moment, il est irremplaçable, honnêtement. Raison pour laquelle il faut bien vivre, c'est cela. Toute une pluie d'éloges, d'hommages, et on continuera d'en recueillir les jours à venir, puisqu'il y a d'autres secteurs qu'on n'a pas encore interrogés, dont on n'a pas encore interrogé les acteurs. Il y a les artistes avec qui il a travaillé, par exemple, qui doivent aussi se prononcer. De toute façon, on résume en clair qu'il a été un grand homme, et puis dans le monde culturel béninois, il est très respecté. On finit maintenant avec cette conférence de presse au siège de la Confédération africaine des sports boules. Le Bénin abrite au mois de décembre prochain, décembre 2018, les Masters de pétanque et des sports boules. En visite au Bénin, le président de la Fédération internationale du sport boule et de jeux provincial, Claude Azema, a tenu une séance de travail ce 19 juillet avec El Hadji Idrissou Ibrahima, président de la Confédération africaine des sports boules. Rencontre au cours de laquelle ces deux responsables ont abordé la question de l'organisation des Masters au Bénin. Au menu, l'organisation des Masters au Bénin en décembre prochain. Nous vous proposons de les suivre. Et pour finir, nous sommes revenus. Le président a voulu s'enquérir du niveau organisationnel des Masters qui auront lieu à Cotonou en décembre prochain. Nous lui avons dit ce que nous avons fait. Nous lui avons parlé de la collaboration avec la Fédération béninoise, telle que nous travaillons, et ensuite, nous avons parlé de la haute structure de supervision que nous avons installée à cet effet. Donc voilà, l'un dans l'autre, les sujets sur lesquels
nous avons échangé. Nous avons également visité les sites. Certains hôtels, certains sites, afin qu'ils puissent, en tant que première autorité mondiale des sports boules, en parler avec les différents partenaires qui sont prêts à nous accompagner dans l'organisation des Masters au Bénin. C'est grâce à la qualité du dossier présenté pour le championnat du monde que l'idée est venue, elle germait déjà un petit peu, d'organiser au Bénin une épreuve exceptionnelle mondiale comptant pour le classement des joueurs et des nations. Donc on a un petit peu travaillé le sujet, on a appelé ça les Masters, ça veut dire juste les maîtres, on va essayer de rester franco-français. On trouvera un nom qui sera approprié. Et l'idée, c'est non pas d'en faire seulement une épreuve de démonstration de boules et peut-être de lyonnaise et de pétanque, mais d'en faire un événement pérenne. Donc si ça réussit bien, il n'y a aucune raison que ça ne réussisse pas. Je pense que la Fédération internationale de pétanque et la Confédération mondiale des sports de boules vont mettre en place des genres on appelle ça des Master 1000 au tennis ou des Open dans d'autres disciplines, d'en mettre en place 3 ou 4 par an dans le monde entier et de pérenniser donc l'événement du Bénin qui serait le premier. Et ces grandes épreuves où il y aurait les meilleures nations du monde, où les gens pourraient venir que s'ils ont un certain classement dans les nations, serviraient pour le classement mondial et plus tard pour la qualification pour les Jeux Olympiques. Là, ici, je suis venu surtout pour voir l'état d'avancement, puisqu'on n'en est qu'au balbutiement de la préparation de cette épreuve. Je vois avec plaisir que sont associées toutes les parties prenantes, bien sûr la Confédération mondiale des sports de boules, la Confédération africaine des sports de boules, puisque c'est avec elle que nous travaillons directement, la Fédération béninoise qui va travailler forcément avec nous, c'est chez elle, c'est son fief, donc elle sera évidemment associée à la manifestation. Et j'ai pris connaissance de la création d'une autre autorité qui pourra surveiller les principaux secteurs de cette manifestation, le secteur juridique, le secteur financier, le secteur organisationnel. Donc tout ça se met en place, c'est très bien. Nous avons des appuis, nous avons de l'expérience et nous espérons qu'ici, tout sera parfait, tout réussira. J'en doute pas. Et oui, c'est donc sur cette conférence de presse au siège de la Confédération africaine des sports de boules que nous mettons un terme à ce bulletin d'information. En attendant le foot, le Bénin se hisse au bon niveau quand même dans ce qui concerne les sports de boules. Oui, justement, il faut préciser qu'au cours de la conférence de presse, il a été dit que lors de l'Assemblée générale de la Fédération internationale de pétanque et de jeux provincial en Chine, le Bénin avait présenté une candidature pour organiser le championnat mondial de pétanque et des sports de boules. Mais il se fait que les autres pays ont préféré le Canada, malgré que le dossier du Bénin soit un dossier consistant et qui présentait tous les atouts pour qu'on puisse l'organiser au Bénin. Et donc, c'est à l'issue de cette aventure, je dirais, en griffe malheureuse, que le président de la Fédération internationale, Claude Azéma, a eu l'ingénieuse idée d'organiser à partir de 2018 les Masters de pétanque. Et donc, pour compenser le Bénin, ou bien quelque part pour calmer le Bénin, calmer le président, nos frustrations. Oui, le président de la Confédération africaine des sports de boules, il a été décidé que le Bénin abrite la première édition. Et donc, à partir du Bénin, c'est parti pour une nouvelle compétition au titre des sports de boules. Voilà. C'est seulement en foot qu'on ne brille pas pour le moment. Oui, justement. Ailleurs, oui. Justement, il faut dire qu'au foot, on ne brille pas, comme vous l'avez précisé. C'est bien dommage et on aurait pu avoir le Bénin évoluer aussi dans le foot. Mais déjà, on dit merci, ou bien on félicite déjà toutes les autres fédérations qui permettent qu'on connaisse mieux le Bénin. C'est aléatif. Merci, Laurent. Bonne journée. Bonne journée à vous et bonne journée à tous ceux qui nous ont suivis. Et moi, je leur donne rendez-vous demain à 9h également. Avant de partir, vous allez suivre le conducteur de moto-taxi dans On vous aime. Ce ne serait qu'après On vous aime que nous allons nous retrouver pour le débat Faire croiser. Et il sera question de la gestion des changements climatiques, plus précisément des rôles des communautés à la base. Le débat sera fait avec Corneille Haïsset et Hippolyte Dossa. Je vous l'ai dit, il est spécialiste du droit de l'environnement et expert en développement durable.
On vous aime maintenant. Maintenant, il y a eu, mais il y a assis. Tous les gars assis maintenant. Je me nomme Kedji Nestor. J'ai commencé, ça fait un bon moment. J'ai commencé en 2010. Je remercie les dirigeants de ce pays. Je les remercie parce que ils font leur travail. Ceux-là, moi je demande au gouvernement de les punir. Pourquoi? Parce que cet événement a commencé il y a longtemps. À chaque examen, il y a des tricheries. Il y a des gens qui vont aller composer à la place d'un autre. Ce n'est pas une bonne chose. Cela n'honore pas notre pays. Donc, moi, je demande seulement au gouvernement de punir ceux-là sévèrement pour que prochaine fois, celui qui va tenter à faire aura peur et que notre pays aille de l'avant. Sinon, ça n'honore pas notre pays. Mais c'est ce que nous disons, non? C'est pourquoi le président Patrice Talon parle de désert de compétences. Mais les Béninois ne l'ont pas cru. Celui qui triche à l'école, il deviendra un cas taré demain. Parce qu'il ne travaille pas à l'école. Il ne travaille pas à l'école. Moi, je n'ai jamais mis pied à l'école. Mais aujourd'hui, je regrette beaucoup. Je regrette de ne pas aller à l'école. Mais ceux qui ont la volonté, ils n'ont qu'à aller jusqu'au bout. Ceux qui travaillent à l'école n'ont qu'à continuer à travailler à l'école. Si tu vois que tu ne peux pas travailler à l'école, il faut faire un demi-tour et aller apprendre un métier. Il y a des métiers aujourd'hui, plein dans le pays. Quand tu apprends ces métiers-là, tu peux t'en sortir. Donc, si quelqu'un voit que les études le dépassent, il n'a qu'à cesser. Au lieu d'aller tricher, il n'a qu'à cesser. Dans le même registre. Et oui, et ce matin, je vous l'ai dit, nous serons au chapitre environnement dans ce débat Faire croiser. Il ne sera pas question de politique, on va s'intéresser à la nature, interroger peut-être quelques facteurs constitutifs des changements climatiques et comprendre aussi les rôles des communautés à la base. Pour faire l'exercice avec nous, c'est M. Hippolyte Dossa, je vous l'ai dit, il est spécialiste en droit de l'environnement. Hippolyte Dossa, bonjour. Bonjour. Et merci de votre disponibilité. Face à vous, Corneille Haïssé, il est rédacteur en chef adjoint de la radiodiffusion Diaspora FM. À nouveau, bonjour Corneille. Oui, Loris, bonjour. Mesdames, Messieurs, bonjour. Alors, on l'a dit, rôle des communautés à la base. Que retenir des politiques ou réactions des communautés locales, selon vous, dans la gestion des changements climatiques? Merci, Loris Freddy. D'abord, je crois que c'est une question importante, c'est une question qui intéresse et qui nous permet aujourd'hui de définir un peu les rôles, disons... Oui, là on me fait signe que Corneille n'est pas encore présent à l'antenne. C'est le temps qu'il clique sur le bouton adéquat pour pouvoir être présent à l'antenne comme nous. Voilà, on va retrouver en attendant Hippolyte Dossa. Hippolyte Dossa, je demandais tout à l'heure à Corneille l'essentiel, ce qu'on peut retenir au fait de la gestion des communautés à la base dans ce qui concerne les changements climatiques. En fait, merci. Ce qui est intéressant, c'est d'abord de voir que les questions de gestion du changement climatique ne peuvent pas se conjuguer sans les populations à la base. Parce que c'est elles qui subissent de plein fouet les conséquences liées au changement climatique. Et malheureusement, aujourd'hui, tout est parfois fait ou tout est fait pour placer le débat ou les actions à un haut niveau au sein des États. Et il reste que ces actions, les communautés à la base s'approprient ces actions et puissent les conduire véritablement. Alors, je disais tantôt, y a-t-il des politiques spécifiques à définir, à déployer pour une bonne gestion des changements climatiques?
Je l'ai dit sur en tout cas lors d'une émission avec M. Corneille à la radio, sur la radio, évidemment. C'est important de voir que la décentralisation est un tremplin pour l'appropriation par les communautés à la base de tout ce qu'il y a aujourd'hui comme action. Évidemment, il faut voir quelles sont les conséquences des changements climatiques sur les activités des populations à la base, comment les ressources d'existence de ces populations sont menacées, et en fonction de ce qu'on a identifié, mais programmer les actions. Et il y a aujourd'hui ce que nous appelons les plans de développement communaux, comme dit PDC. Les PDC doivent servir de levier pour porter ces actions. Et ces actions doivent être définies en fonction des besoins de chaque communauté. Et je crois que spécifiquement, il faut des actions d'adaptation. Il faut vraiment des actions d'adaptation et évidemment d'atténuation aussi, parce que étant en plein dans ce qu'on peut appeler les conséquences, il faut atténuer et s'adapter. On y reviendra tout à l'heure. Corneille Aïssé, vous avez suivi Hippolyte Dossat, planter le décor. Je vous lançais tantôt sur ces politiques types à déployer, puisque quand on évoque des questions de décentralisation, ce n'est pas que la gestion des marchés, ce n'est pas que la gestion des rues et autres, des tas d'ordures et autres. Il y a aussi la gestion des changements climatiques. Tout à fait. C'est vrai que nous ne sommes pas spécialistes de la gouvernance locale, mais étant sur le terrain chaque fois sur des productions liées à l'environnement, nous faisons certains constats généralement que vous et moi faisons. Monsieur Dossat a commencé par évoquer des problèmes liés à la gouvernance locale en matière de l'environnement, comment les collectivités à la base s'impliquent dans les politiques de développement, que ce soit dans tous les domaines pratiquement. Mais ici, il est question de parler de l'environnement, et permettez-moi de revenir un peu sur quelques définitions pour mieux planter, replanter, je peux dire ainsi, le décor. Quand souvent on parle de changement climatique aujourd'hui, on ne va pas commencer par définir, tout le monde sait ce qui se passe. C'est des variations, on est à une étape un peu irréversible dans certaines variations, parce que lorsqu'on commence par constater des variabilités au niveau du climat, les climatologues vous diront qu'il faut attendre, il faut l'observer sur 30 ans d'abord, avant de conclure que ça c'est un changement climatique. Si c'est par exemple la perturbation des pluies, si c'est l'élévation de la température et autres, aujourd'hui tout le monde est d'accord, même le président Trump, qui est un peu sceptique au départ, a commencé par comprendre qu'effectivement il y a un danger. Donc la vérité sur le changement climatique aujourd'hui, ce n'est pas de l'utopie. Et dans notre pays aussi, cela se ressent également. Vous voyez, on prend l'exemple des inondations simplement. Vous avez vu ces dernières années, à partir de 2010, les inondations au Bénin, 2010, 2012, et peut-être cette année, on ne sait pas encore ce qui va se passer, sont aujourd'hui des effets conjugués. En fait, l'allure que ça prend aujourd'hui, le phénomène des inondations, il y a simplement l'effet conjugué du réchauffement, des changements climatiques dans ce qui se passe. Donc c'est un exemple qu'on donne. Et quand on sait qu'au Bénin, par exemple, nous avons, sur les 77 communes, nous en avons jusqu'à 33, et même plus que ça, des communes à haut risque en matière d'inondation, rien que pour ce paramètre, c'est qu'il y a un véritable danger. Maintenant, en dehors de la politique développée, au sommet, qu'est-ce qui est fait au niveau des communes? C'est ça justement la question. Le Bénin étant signataire de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, a un plan, a une stratégie de mise en œuvre de cette convention. Quel est aujourd'hui le rôle des communautés à la base dans cette politique nationale de mise en œuvre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques? Est-ce qu'indépendamment de ça, dans chaque commune, vu les problèmes spécifiques que cela pose, quand je prends par exemple la commune de Soava, n'aura pas forcément les mêmes problèmes que la commune de Zé ou que la commune de Tofor en matière des problèmes liés au changement climatique. Donc, ici, quels sont les problèmes spécifiques qui se posent dans chaque commune? Est-ce que les communes aujourd'hui arrivent à identifier, à étudier, à identifier les problèmes spécifiques qui se posent dans les communes en matière de changement climatique? Quelles sont les politiques que ces communes mettent en place indépendamment peut-être de ce qui est fait au sommet, au niveau de l'État, pour ne pas attendre que le danger soit là? Quand on parle aujourd'hui de l'inondation, dans plusieurs communes, dans beaucoup de communes à risque, par exemple, vous allez voir, les gens attendent
Et c'est quand un jour il y aura débordement, on va commencer par dire état d'urgence, on commence par appeler le maire, commencer par appeler le président de la République au secours, la communauté internationale au secours. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est en train de faire? C'est ça, aujourd'hui, les problèmes que nous avons. Donc, il faut deux types d'actions. Des actions d'atténuation et des actions d'adaptation, parce qu'aujourd'hui, la lutte, c'est du sens que cela se mène. Quand on dit l'adaptation, c'est simplement qu'il faut aujourd'hui réduire la vulnérabilité des pays, des communes face au changement climatique. Et ensuite, l'atténuation qui concerne les politiques ou les projets initiés pour la réduction des gaz à effet de serre qui sont aujourd'hui responsables du réchauffement. Donc, la question est à ce niveau. Malheureusement, le diagnostic, en tout cas pas un diagnostic, mais le constat que nous faisons souvent quand nous travaillons sur ces sujets, c'est que vous allez voir dans les communes, d'abord, généralement au Bénin, il y a une faible implication des collectivités à la base dans les problèmes liés à l'environnement. Généralement, quand vous prenez les maires, quand vous prenez les conseillers, quand ils sont au cours de leur mandat, sont préoccupés peut-être par leur élection. Pas comment faire pour... en fait, on fait plus de politique politicienne que de s'intéresser aux réels problèmes de la maison. Donc déjà, quand on prend déjà le volet de l'environnement, il y a une faible implication. Mais il y a aussi des blocages, des insuffisances. Quand vous prenez les communes, par exemple, est-ce qu'ils ont les cadres nécessaires pour pouvoir diagnostiquer face à tel problème, tel comportement qu'il faut avoir? Dans les PDC, M. Dansou l'a évoqué tout à l'heure, dans les PDC, quelle part est réservée à la gestion des changements climatiques dans les communes? Là est toute la question. Alors, Hippolyte Dossa, vous avez suivi Corneille Aïssé. Moi, je voudrais vous demander, au regard de votre expérience, au regard de vos connaissances intellectuelles et de votre expérience au-delà des frontières du Bénin, puisque vous évoluez, vous avez une petite expérience aussi, je crois, au Canada. Où je crois. Sous béninois du Alors, Canada. En comparaison à ce qui se fait au Canada ou dans votre région au Canada, est-ce que les élus locaux, les politiques développées par les élus locaux au Bénin répondent aux exigences de gestion climatique? Je l'avais dit dans ma première intervention, il faut comprendre que au niveau des conventions cadres sur l'environnement, sur les changements climatiques, c'est beaucoup plus resté, ou ça a tendance à rester au niveau fêtier de l'État, c'est-à-dire c'est beaucoup de structures qui sont au niveau des ministères, encore que les questions environnementales sont très très transversales aujourd'hui. Et bon, on disait quand même beaucoup de gouvernements, les gouvernements successifs au niveau béninois essayent de les ramener, de spécifier. La plupart des conseils communaux disposent quand même d'un département environnement, je crois. Oui, il y en a dans la commune d'Abomey-Calavi. Corneille l'a dit tout à l'heure. Malheureusement, on est encore dans l'apprentissage de la décentralisation. C'est vrai que c'est un processus. Il y a au sein des communes, oui, des départements, des postes de chargés des questions environnementales, des questions de changement climatique. Mais souvent, les ressources humaines n'ont pas les compétences requises pour assumer les rôles dévolus à ces différents postes, malheureusement. Et ici, la politique jouant dans toutes les sphères, c'est difficile d'avoir l'homme qu'il faut, souvent au sein des communes, à la place qu'il faut. Et on ne veut jeter la pierre à personne, mais c'est important, on devra aller vers cet idéal-là. Parce que dans notre apprentissage de la décentralisation, il faut conduire les choses de façon à les améliorer. Et je pense que le processus est enclenché. Il faudra peut-être du temps, mais il ne faut pas trop non plus prendre du temps, puisque pour parler des conséquences des changements climatiques, ça n'attend pas. Alors, pour revenir à votre question, je pense je l'avais dit, aujourd'hui, tout est resté au niveau, ou tout semble rester au niveau fêtier de l'État. Mais la décentralisation est une aubaine pour nous. Il faut donc arriver à utiliser ce tremplin-là pour permettre aux communautés à la base de réellement s'engager dans la résolution des problèmes liés au changement climatique. Il a dit tout à l'heure, souvent, quand on le voit, on a envie de se demander qu'est-ce qui se passe. Au sein des communautés, imaginez, il a évoqué le cas de la commune de Soava, imaginez la commune de Soava, par exemple, où vous êtes
il y a les inondations, il faille attendre quelqu'un qui puisse venir de Cotonou ou de l'extérieur pour apporter l'aide. Je suis d'accord que l'aide est nécessaire parce que, soyons sincères avec nous-mêmes, aucune des communes, fut-elle commune à statut particulier comme Cotonou et les autres, mais ne possède encore toutes les ressources nécessaires pour une sorte d'autosuffisance dans la gestion des conséquences liées au changement climatique. Donc, il va être important d'aller mobiliser des ressources extérieures. Mais lorsque on attend d'abord les ressources extérieures pour agir, on se pose la question. Mais si elles n'arrivent pas, ça veut dire qu'on reste dans le sinistre. On va rester dans les problèmes liés à la gestion des changements climatiques. Donc, c'est important de voir quels sont les réflexes que les populations elles-mêmes doivent avoir. Et les PDC, les plans de développement communaux, doivent élaborer, concevoir des actions concrètes, pas forcément chiffrées en termes de milliards ou de millions, mais déjà à partir des sensibilisations, à partir d'organisations internes, mobiliser ou tenir mobiliser les populations locales pour que, en cas de survenance des effets néfastes des changements climatiques, qu'il y ait un réflexe déjà avant que l'aide n'arrive. Et ça c'est très important. Alors, vous aussi, si vous comprenez bien, vous avez évoqué une série de facteurs qui bloquent ou empêchent quelque peu cette bonne gestion des changements climatiques, surtout au niveau décentralisé. Vous avez évoqué l'inadéquation profil et poste dans nos communes, la trop grande politisation et aussi l'absence, la presque absence parfois d'un département ou d'un service environnement dans les différents conseils communaux. Mais oui, qu'est-ce qui se fait dans votre zone au Canada? Au Canada, il ne faut pas... Bon, quand vous avez commencé à évoquer la question, j'avais envie de dire comparaison n'est pas raison, mais essayons, puisque nous aspirons quand même au statut de ces pays. Apprenons quand même. On veut quand même... On dit de nous que nous sommes des pays en voie de développement et de ces pays qui sont des pays développés. Donc, quelque part, on aspire à devenir ces pays-là en matière de... Puisque vous avez bien fait de nous placer au cours primaire de la décentralisation, dans vos propos liminaires. C'est important. Dans ces communautés-là, il faut dire qu'il y a une sorte de rivalité saine entre les municipalités pour arriver à contenter les populations. Et chaque municipalité s'organise pour voir comment faire face aux effets des changements climatiques. Évidemment, l'État, puisque c'est l'État au plan national, pour parler de la province de Québec, et puis l'État fédéral, qui est le Canada, va venir au secours de ces municipalités-là. Et les rôles sont bien déterminés. C'est vrai que ce n'est pas parfait, parce que même ils sont souvent... J'ai été, je crois en 2016 ou 2017, il y a eu des inondations dans la province de Québec, et je me suis dit, il faut les aider peut-être à élaborer un plan de contingence. Parce que, bon, ils ont été surpris. Je dis, mais si, ils savent que ça doit venir, mais pourquoi ils ont attendu autant avant que les inondations, avec la fonte de la neige, rentrent dans les maisons, et puis ils étaient surpris. Mais la réaction a été rapide, et ils ont pu quand même soutenir les sinistrés. Il y avait donc ça peut aussi arriver aux grands. Évidemment, je l'ai dit sur Diaspora FM, j'ai dit les conséquences ou les effets des changements climatiques n'est pas ni riche ni pauvre. Donc c'est juste l'organisation interne des pays, des communautés à la base qui peut permettre de juguler un tant soit peu les problèmes liés à ces effets-là. Corneille, vous semblez unanimement, en tant qu'environnementaliste, reconnaître les limites des politiques au plan local. Mais vous ne me direz pas, vous avez assisté par le passé à l'opération 3CI, pour ce qui concerne rien que le conseil, la municipalité de Cotonou. Vous avez vu les nombreuses descentes, les actions et autres, et plus tard, avec l'autre structure PUGMU, tout ce qui se fait. Donc c'est vous dire, même si cela ne se fait pas dans tous les conseils communaux du Bénin, l'action est lancée et on sent un démarrage quelque part, à Cotonou déjà. C'est vrai que quand on ira dans les contrées reculées, à Abomey ou autres, ou même au-delà d'Abomey, toutes les communes n'ont pas les mêmes risques d'inondation. On ne parlera pas d'inondation, par exemple, vers les zones de Zado et autres.
Je crois que votre question elle est importante quand on parle de ces petites initiatives déjà prises au niveau vous de hissez le 3CI au rang de petites initiatives? Ah oui, je le dis. Le 3CI Je le dis. Qui a parce couvert que, vous voyez, plusieurs années. Ça, ce n'est pas un exemple à donner, parce que vous voyez, 3CI, on a parlé de 3CI sur plusieurs années à Cotonou. Oui. Mais regardez ce qui se passe Ça aujourd'hui. reste une des campagnes phares. Quand il goûte un tout petit peu, quelques millimètres de plus seulement à Cotonou, et vous voyez déjà à Cotonou sur l'eau. C'est ça. Mais pourtant, on a parlé de 3CI pendant plusieurs années. Est-ce que 3CI, entre-temps, a été vraiment conduit comme 3CI, ou simplement, dans cette 3CI-là, c'est Cotonou en campagne pour les inondations? Il y a eu beaucoup de voix, entre-temps, qui ont dénoncé, en fait. C'est déjà que les autorités au niveau de Cotonou avaient déjà, c'est déjà un mérite d'avoir quand même initié quelque chose concernant les problèmes spécifiques de cette commune, de la ville, face aux problèmes liés au changement climatique ou aux inondations. Mais ici, il est question d'aller plus loin. Parce que la gravité du phénomène face à la réponse qu'on lui apporte, si déjà il y a un déséquilibre en faveur de cette gravité-là, c'est qu'on n'avance pas, on n'évolue pas. Et aujourd'hui, ce n'est pas Paris qui viendra régler les problèmes liés à l'inondation ici. Ce n'est pas forcément l'État central. Les petites ressources qu'on alloue à ces communes, comment ces ressources sont gérées? Monsieur Danso a dit tout à l'heure que oui, les communes n'ont pas les moyens. C'est vrai, les communes n'ont peut-être pas les moyens. Mais les peu de ressources qu'on alloue aux communes aujourd'hui, est-ce que ces fonds sont réellement destinés à ce pourquoi les fonds sont alloués? Vous voyez, vous avez vu les rapports FADEC dans ce pays, les fonds qu'on a, voilà, comment les gens dilapident les ressources. Donc c'est ça, aujourd'hui, les problèmes. Alors, il faut maintenant revoir un peu qui il faut à la place qu'il faut. Vous avez évoqué le cas d'une commune, je ne vais pas revenir là-dessus, une cellule environnementale, où les gens sont incapables de s'expliquer face à un petit problème. Les gens sont incapables de vous dire, oui, il y a ci, il y a ça. Ne serait-ce que sur des thèmes... À quoi mesurez-vous leur incapacité? Oui, sur des thèmes techniques. Sur des thèmes techniques, les gens sont incapables de vous faire une petite interview de 2 minutes, de 5 minutes, pour nous dire, oui, il y a telle chose. Ça voudra dire quoi? Est-ce que c'est vraiment le spécialiste qu'il faut? Oui, Corneille, vous n'allez pas les cribler de critiques parce qu'ils n'ont pas été dispo, parce qu'ils n'ont pas le temps matériel qu'il faut pour vous accorder une interview. Ça ne suffit pas. C'est pas parce qu'on se retrouve dans l'incapacité de cacher cet art qu'on fait tout pour éviter les hommes de presse. Pas seulement. Je le dis, je sais de quoi je parle, le risque d'abord. Alors, quand on revient un peu au système mis en place. L'État central a ses politiques. Au niveau de la commune, c'est vrai que les politiques menées au niveau de l'État central auront des répercussions, c'est sûr, prennent en compte parfois des problèmes spécifiques dans telle zone. Mais comment est-ce que les acteurs doivent eux aussi s'impliquer? Aujourd'hui, il y a des possibilités, les communes ont des possibilités de mobiliser des ressources même sans l'État central, même forcément, pas forcément attendre l'État central avant d'avoir ces ressources-là. Aujourd'hui, il y a le fonds vert pour le climat, surtout pour les pays en voie de développement. Ce fonds existe. Lorsque les communes ont des projets bien ficelés, ces communes peuvent gagner quand même du financement à partir du fonds vert. Le Fonds mondial pour l'environnement existe aujourd'hui. Et il y a beaucoup de fonds. Lorsque vous prenez les finances climat, il y a beaucoup de possibilités aujourd'hui. Il suffit simplement que les communes impliquées s'asseyent, réfléchissent face à un problème donné, établissent un bon plan, un bon projet, avec le soutien certainement de l'État, mais pas forcément en termes de ça, non, une autorisation de l'État, postule pour des appels à candidature, financement de projets, et pas fusionner les sous pour mettre en œuvre c'est si facile. le projet. Ça existe, et on a vu, on sait qu'il y a sur le continent des pays qui excellent. Quand vous prenez le cas du Sénégal, c'est arrivé. Le Sénégal a gagné plusieurs projets dans des communes, et rien qu'à partir de ces canaux-là. Donc, est-ce que les communes aujourd'hui, en fait, ne sont pas les maires, les conseils que nous avons? Est-ce que ce n'est pas seulement les affaires domaniales? C'est-à-dire on reste là pour signer. Est-ce que ce n'est pas seulement les actes administratifs
on ne réfléchit pas, on ne veut pas aller au-delà de ça. Vente de parcelles, lotissement et autres, qui les absorbent et consomment plus. C'est ça les problèmes que nous avons en réalité. Le gros lot de leur mandat. Alors, quels sont les autres facteurs, Hippolyte Dossard, qui plombent, je dirais, la gestion de l'environnement au niveau des collectivités locales, au-delà, en dehors, bien évidemment, des ressources humaines, des ressources financières? Quels sont les autres facteurs? Il y a un réel problème de prise de conscience par rapport à nos capacités réelles et à l'influence que les communautés locales peuvent avoir dans les solutions proposées pour la gestion des changements climatiques. Aujourd'hui, même le PNUD le reconnaît, on ne peut plus parler de la gestion ou de l'adaptation de tout ce qu'il y a comme action pour faire face aux effets néfastes des changements climatiques et laisser les communautés à la base. Parce que avoir porté pendant longtemps le problème au sommet des États a connu ses limites un peu. Corneille parlait du 3CI, de toutes les initiatives. Oui, ce sont des initiatives louables. Mais vous prenez le cas de Cotonou, les gens continuent de s'installer dans les bas-fonds. Donc, il y a d'abord une sorte de prise de conscience par rapport au problème. Et cette prise de conscience, il faut vraiment y aller et arriver à mobiliser tout le monde autour. Est-ce que ça passe par des sensibilisations? Je ne sais pas, mais c'est nécessaire. La deuxième chose, c'est de tisser. Il y a une sorte de faiblesse au niveau actuellement des communes. Les communes n'ont pas encore ce que je peux appeler les bons filons pour retrouver ça, de tisser des relations au profit de ces questions-là. Lorsque vous n'avez pas les compétences à l'interne, mais allez les chercher. Allez les chercher parce que les préoccupations environnementales aujourd'hui, que ce soit par rapport au changement climatique, ces préoccupations plombent le développement des communes, que ce soit au Bénin ou ailleurs. Donc, ne pas les résoudre et vouloir développer, ce serait une utopie. Et je suis sur la radio Diaspora FM, j'avais donné l'exemple de la commune de Soava où j'ai travaillé. En 2010, ils ont eu un budget communal de 5 milliards et les dégâts, rien que les dégâts des inondations de 2010 leur ont pris 1,5 milliard. On sait que chaque année, la commune de Soava, par exemple, comme la commune des Agégués et les autres communes de la basse vallée de Lyonnais, sont sujettes aux inondations. Mais si déjà, au niveau d'un an, on a une perte d'1,5 milliard, imaginez sur 5 ans, ils ont 5 milliards. Au bout du quinquennat, au bout du mandat, ils vont laisser une ardoise de dette. Donc, l'effort de développement aurait été nul. Donc, si on ne prend pas en compte les questions liées à l'environnement, mais on aura beau faire le développement, on aura beau construire les passerelles, les écoles, mais on va se retrouver à la fin d'un quinquennat ou à la fin d'un mandat avec zéro effort en matière d'évolution, parce qu'on aurait laissé une ardoise négative. Donc, c'est important que ces questions ne sont pas encore bien prises en compte. Quand je parle de prise de conscience, elles ne sont pas encore bien prises en compte, de développer des partenariats au profit des questions environnementales. Et je vais ajouter, ce qui est déplorable, c'est que on a tendance à mettre ces questions de façon transversale à tout. C'est-à-dire, il n'y a pas une sorte on ne se penche pas réellement dessus pour dire il y a un problème, il faut y aller en solution. Quand vous prenez le PDC, c'est contenu dans telle rubrique. On veut construire, par exemple, une école quelque part. Est-ce qu'on prend en compte les questions environnementales? Est-ce on envisage ceci? C'est tellement transversal que ça finit par se diluer dans tout et puis à être inexistant. Donc, il va falloir spécifier, se pencher dessus et y allouer les ressources nécessaires. Et quand je parle de ressources, c'est aussi bien viser les capacités propres que vous avez en matière de mobilisation, mais aussi chercher à développer des partenariats, donc des ressources extraterritoriales, aller les chercher et les amener. Et parlant des ressources, Corneille évoquait tout à l'heure, je dirais, des fonds au plan international. Alors, la mobilisation de ces fonds ou la soumission ou ne pose-t-il pas problème? N'y a-t-il pas des conditions spécifiques? N'y a-t-il pas de rang? N'y a-t-il pas de parrainage d'État ou d'institution? Si une commune comme Soava a pu gagner avec les fonds verts du gouvernement québécois un gros projet sur 3 ans par rapport à l'adaptation au changement climatique, c'est que Cotonou peut l'avoir, ou Zapota, ou je ne sais pas moi, ou les communes les autres communes peuvent les avoir. Il a dit tout à l'heure, il y a déjà le Fonds mondial pour l'environnement, les fonds verts qui sont disponibles.
il faut, on l'a déploré, il faut placer les ressources nécessaires pour élaborer les dossiers. Et quand il faut élaborer les dossiers, il ne s'agit pas seulement de s'enfermer dans des bureaux, de concevoir quelque chose et de soumettre. Cela doit partir d'une dynamique locale, c'est-à-dire on embrasse les réels problèmes et la traduction de ces problèmes en projet doit émaner d'un processus rondement mené. Il ne faut pas rester... L'erreur qu'on commet, c'est souvent que les projets sont élaborés derrière des bureaux et puis avec des experts en griffe. Et ces experts-là vont porter ces projets, ils vont les déposer. Et à la fin, il y a juste une sorte un aspect visible de ces projets où c'est des 4x4, c'est des véhicules qui circulent, estampillés, projet temps, avec un bon battage médiatique. Mais derrière, il n'y a forcément pas des actions concrètes. Et comme je dis, je n'ai pas envie de faire une publicité, mais j'ai vu la commune de Souava à travers le projet Climato. Et d'ailleurs, le ministre de Sou, oui, était là et puis il en a fait il a apprécié et il s'est totalement engagé à accompagner cette commune. Donc, il y a une dynamique là-dedans où les gens veulent s'organiser, veulent sortir de cette situation où on attend forcément tout de l'extérieur. Oui, l'extérieur va rapporter, mais il faut compter d'abord sur les ressources. La commune de Souava a compris. Que faire pour passer le message? Que faire pour ils ont développé des partenariats avec l'extérieur, c'est-à-dire ce que presque toutes les communes, presque tous les maires tentent de faire. Oui, mais quand un maire voyage, c'est pour un partenariat peut-être avec la dernière localité de la France ou quelque part. Vous me direz pas le contraire. Le maire de la commune de Souava n'est pas allé au Canada, mais je sais que même de sa chaise à la commune de Souava, il a pu développer un partenariat avec l'Université Laval, où moi j'étudie actuellement. Il a développé un partenariat avec des entreprises du secteur privé canadien qui sont sur le projet, qui apporter un genre de transfert de technologie qui est testé au Canada et qui a fait ses preuves dans la commune de Souava afin d'aider à résoudre les problèmes liés au changement climatique. C'est heureux de le savoir. Et je sais, il y a certainement d'autres communes que vous me citerez parce que vous devez être encore plus informés que moi là-dessus. Mais c'est important d'arriver à développer ces stratégies-là et de pousser vraiment ces questions au rang de priorité. De pousser vraiment ces questions au rang de priorité, surtout, afin d'aider la population à sortir des situations qu'elles vivent. Alors, Corneille Aïssé, comment arriver véritablement à hisser l'environnement au rang des priorités? Lesquelles priorités, je ne vous les cite plus. Les lotissements, la gestion des marchés, parce qu'il y a de quelques petites tasses, la gestion des parcelles et autres. Comment hisser l'environnement au même titre que ces autres priorités? Non, aujourd'hui, quand on parle de développement durable, les 3 piliers du développement durable, c'est d'abord l'environnement. Vous avez le social et l'économie plus tard. Alors, quand vous prenez les communautés décentralisées, c'est un problème de prise de conscience. Monsieur Dansou l'a dit tout à l'heure. Lorsque vous prenez, par exemple, les projets ou les programmes développés par l'État central, ou peut-être pas des partenaires techniques et financiers qui interviennent. Nous en avons beaucoup dans le pays. On va commencer par citer ici. Pourquoi les effets de ces projets ne sont pas durables dans les communes ou au niveau des zones bénéficiaires? Simplement parce que lorsque ces programmes s'achèvent, il n'y a peut-être pas de suivi ou les populations, les concernés n'ont pas suffisamment l'éducation environnementale qu'il faut ou la conscience qu'il faut pour pouvoir entretenir les acquis. Et s'il n'y a pas de projet relais, c'est que on ne sent pas. Quelques années après, on sent pas. C'est comme ça, il y a beaucoup de projets de reboisement, par exemple, dans beaucoup de communes. Mais aujourd'hui, quand vous passez dans ces communes, c'est comme si rien n'a été fait. C'est ça, justement. Donc, il y a un problème de prise de conscience à tous les niveaux. Qui, aujourd'hui, nous avons comme maires? Qui sont ceux qui nous avons comme maires? Qui on a comme conseillers locaux? Est-ce que dans leur politique, est-ce qu'aujourd'hui, ils ont compris que l'environnement, non seulement une notion transversale, mais tout ce que nous devons faire aujourd'hui, on doit d'abord penser au volet environnemental. Avant d'installer une école, avant de construire un bâtiment, avant de mettre une usine quelque part, il faut faire d'abord le projet d'étude d'impact environnemental et savoir quelles vont être les influences, les perturbations éventuelles de ce projet sur telle chose. Vous avez appris dernièrement, l'actualité, une usine à Logozoré à Sabalou qui de 2003
a pollué suffisamment, c'est un crime environnemental. Et aujourd'hui, nous demandons au gouvernement de Patrice Talon d'aller au-delà. Les complices de ces gens-là, ces promoteurs expatriés qui sont dans le pays, qui ont commis ce désordre environnemental dans ce pays, il faut les punir. Comment vous pouvez comprendre que 2003 jusqu'en 2018, que finalement le gouvernement a pris la décision de sanctionner de cette usine-là. Alors, mais pourtant, il y a des maires dans cette localité, il y a des conseillers, il y a des chefs d'arrondissement dans cette localité-là. Donc, vous voyez, c'est ça, problème de prise de conscience. L'environnement, ce n'est pas inutile. Lorsque vous avez un fleuve à côté de vous, un lac à côté de vous, ce n'est pas quelque chose d'inutile. Lorsque vous avez une végétation, une forêt, ce n'est pas quelque chose d'inutile. Mais chez nous, on va dire, oui, c'est la poubelle, on peut jeter tout dans le lac, on peut jeter tout dans le fleuve, sans savoir qu'on est en train de compromettre sérieusement la chaîne de production. Donc, il est question de faire prendre conscience à tous ces élus que nous avons et que désormais ils puissent intégrer véritablement les problèmes liés à l'environnement dans les plans de développement. Nous avons, au cours d'un reportage dernièrement, discuté avec un élu de Calavi, mais qui nous a dit, oui, nous sommes conscients de ce que vous dites, mais que voulez-vous? Si les gens veulent se faire élire, vous voulez qu'ils fassent quoi? Le maire qui dit, vous avez parlé, vous avez donné l'exemple de 3CI. 3CI, Cotonou en campagne contre l'aliénation. Mais c'est dans ce même Cotonou, les gens morcellent les zones marécageuses, les gens morcellent les berges, alors que la loi cadre a dit, par exemple, quand vous prenez les berges, au niveau des lacs et autres, il ne faut pas occuper 25 mètres. A dit, sur 25 mètres au niveau de la berge, il ne faut pas les occuper. Mais ce sont en complicité avec ces mêmes élus locaux que les gens morcellent les parcelles. Les gens vont mettre les ordures pour combler et pour y habiter. Mais c'est encore ces mêmes autorités qui disent nous sommes en campagne contre l'inondation. Donc c'est des actions antagonistes. Que voulez-vous? Ça ne peut pas évoluer quand c'est comme ça. Donc qu'il faut la place qu'il faut, il faut qu'on prenne réellement conscience de ce qui nous attend parce que nous sommes plus vulnérables aujourd'hui aux effets néfastes des changements climatiques. Les Américains, bon d'accord, ils ont certainement les moyens pour faire face à cela. Mais chez nous ici, nous contribuons très peu, l'Afrique contribue très peu, c'est 4% en matière de pollution en gaz à effet de serre, c'est 4%. Mais est-ce que d'ici 15 ou 20 ans, si nous aspirons à ce développement, si nous allons nous développer comme les autres aussi, si l'Afrique devient également une production de CO2, le monde va devenir quoi? Donc c'est déjà un problème majeur, c'est pour ça qu'il faut intégrer cela. Les enfants, quelle éducation on donne aux enfants dans les collèges, à la maison? Est-ce qu'on leur apprend à aimer l'environnement? Est-ce qu'on leur apprend à ne pas jeter des déchets n'importe comment? À respecter l'environnement. Vous n'allez peut-être pas voir ça. Donc c'est ça, il est question donc d'insister sur l'éducation environnementale et de lever la conscience environnementale à tous les niveaux pour que nous puissions prendre ça comme des questions sérieuses et œuvrer véritablement pour ça et ne plus se cacher sous ce sceau. On n'a pas de ressources, on n'a pas d'argent, on n'a pas de financement, donc on croise les bras et on attend l'État central. Lorsque l'État central est dépassé, on appelle la communauté internationale. Mais les autres, c'est parce qu'ils ont déjà cette conscience, qu'ils ont su travailler pour atteindre ce niveau de développement aujourd'hui et qu'ils ont les moyens. Ce n'est pas les moyens qui vont nous manquer dans nos communes quand nous voulons répondre à ces besoins. Encore qu'il y a des fonds disponibles, il y a des partenaires techniques et financiers qui sont disponibles pour pouvoir apporter les finances qu'il faut pour la gestion de ces problèmes. L'éveil des consciences, a dit Corneille Haïssé. Pour finir, Hippolyte Dossa. Pour finir, je suis très heureux d'avoir contribué aux échanges sur la question. Il faut dire que, je le répète, les questions d'action contre ou pour atténuer tout ce qui a rapport aux effets des changements climatiques doivent concerner en premier chef les communautés locales. Et il faut sortir des bureaux fêtiers au sein de l'État pour aller vers une appropriation de ces actions par les communautés locales. Et le faire, je l'ai dit, la décentralisation est un bon moyen, est un bon véhicule pour conduire de telles initiatives. L'essentiel, c'est de les inscrire, je sais que c'est peut-être en train d'être fait, c'est de les inscrire au rang de priorité dans les plans de développement communaux avec des lignes suffisamment dégagées, distinctes de la diffusion qu'on fait. Et non des sous-rubriques. Oui, des sous-rubriques, et en faire des actions concrètes, visibles, dans lesquelles les populations deviennent les premières actrices et les premières bénéficiaires. Voilà, qui vient d'être dit avec clarté. Corneille Haïssé, c'est terminé.
Merci Doris. Et merci aux téléspectateurs et aux auditeurs de la 102.3. Esther, la gestion des changements climatiques, rôle des communautés à la base avec Hippolyte Dossa, spécialiste en droit de l'environnement. Je rappelle que vous êtes béninois de la diaspora. Oui. Vous vivez au Canada et cela ne nous empêche pas de venir partager votre expertise de temps à autre avec vos frères au pays. Merci pour la disponibilité. Merci à vous aussi. À suivre maintenant, dans la suite de cette émission, bien évidemment, nous allons vous proposer de la musique avec Ahmed Arikpa. Nous aurons au plateau un artiste. Un artiste sera face à Ahmed Arikpa. Puis après, le sport avec Judicaël pour l'ICA Païdinou. Sans oublier la chansonnette. Le service commercial de Diaspora FM et Eden TV au 62 79 32 32. Eden TV, Diaspora FM, le bonheur d'être à vous. Le service commercial de Diaspora FM et Eden TV au 62 79 32 32. Eden TV, Diaspora FM, le bonheur d'être à vous. Le service commercial de Diaspora FM et Eden TV au 62 79 32 32. Eden TV, Diaspora FM, le bonheur d'être à vous. Le service commercial de Diaspora FM et Eden TV au 62 79 32 32. Eden TV, Diaspora FM, le bonheur d'être à vous. Le bonheur d'être à vous, c'est bien Eden Télévision, notre leitmotiv. Alors, de la musique maintenant avec vous, Ahmed Arikpa. Après, ce sera du sport avec Judicaël pour l'ICA Païdinou, du sport. Je vous le souffle, hein, Ahmed Arikpa, je vous le souffle aussi, fidèles amis, auditeurs et amis téléspectateurs. Ce matin, il sera question d'un mini-fer croisé. Oui, au chapitre sport. Carrément. Vous êtes invité. on verra bien. On verra bien. Et ce sera du 100% Russie 2018. Oui. De mieux en mieux. Oui. On rejoue la Coupe du Monde. Oui. Carrément. Bonjour Loïs. Bonjour, la sélection d'Eden, bonjour. Bonjour à nos amis auditeurs et à nos téléspectateurs également. La sélection d'Eden en ce jeudi. Et je reçois pour vous, chers amis, un groupe. Ils sont deux. On les a surtout découverts aux côtés du slameur béninois Amak Beyon durant la deuxième saison de l'émission L'Afrique a un incroyable talent. Je ne sais pas si ça vous parle là, Loïs Fouedi d'abord. Bien sûr. Ça vous parle?
Avec Angélique Kidjo. Avec Angélique Kidjo. Évidemment, l'émission, après, quand je vous parle donc de ces deux-là qui ont accompagné Amangbeyon sur scène lors donc, de cette émission, non. D'accord. Alors, ils ont une petite chaîne sur YouTube via laquelle ils publient de temps à autre des vidéos. Ce que quelqu'un a d'ailleurs appelé ce matin, pas plus tard que ce matin, clipon. Pas addiction de petits clips. Il se reconnaîtra. Donc, de leurs chansons, pour la plupart en version acoustique. Ils sont donc le groupe Landry Plus, représenté sur ce plateau par l'un de ses membres. Bonjour et bienvenue. Bonjour Ahmed. Bienvenue donc sur le plateau de Matin d'Éden, bienvenue dans la sélection d'Éden, le groupe Landry Plus, j'en parlais tout à l'heure, donc un groupe que le grand public a découvert, surtout au détour de cette émission-là, l'Afrique a un incroyable talent. Landry Plus, comment est-ce que le groupe il est né déjà et à quoi doit-on ce nom pour ce groupe? Le groupe est né à l'Institut français en 2015. D'accord. Et donc, on s'appelle tous de Landry. Ah, d'accord. Lui, il s'appelle Landry Maïndé. Moi, je m'appelle Landry Padonou. D'accord. Et pour ne pas dire Landry au carré, nous avons dit Landry plus Landry. Donc, on a abreuvé ça sur Landry plus. Landry plus. Donc, deux Landry au sein d'un même groupe pour finalement donc donner Landry plus à ce groupe-là. D'accord. Un groupe donc né il y a, on va dire, 3 ans à peu près, donc à l'Institut français du Bénin. Mais comment concrètement? Et d'habitude, Landry Maïndé, c'est-à-dire Landry guitare, parce que lui joue à la guitare, moi je joue à la clarinette et la flûte. D'accord. Donc d'habitude, Landry Maïndé, lui, répète à l'Institut français. Et ce jour-là, moi je suis venu pour autre chose à l'Institut français. Et de loin, j'entendais la guitare et la voix. Et c'était mélancolique. Ça m'a poussé vers ce qu'il chantait, ce qu'il jouait. Et donc, par curiosité, je me suis rapproché vers lui. Je lui ai dit... Et cher ami, ce que vous faites, c'est de très bon... Il vous a fait appeler. Voilà, c'est un appel en fait. Il ne vous a appelé pas votre nom? Non. Il vous a appelé autrement. Voilà, c'est la musique en fait qui vous a touché. C'est tout en rapprochant de lui que tous deux, on s'est rendu compte qu'on s'appelait les mêmes prénoms. D'accord, que vous portiez tous le prénom Landry. Pardon, il a dit non, c'est pas possible. C'est pas possible. Lui-même s'appelle Landry. Et c'est comme ça que je lui ai montré ma carte avant qu'il puisse vraiment... que je m'appelle Landry aussi. Je crois. Et en ce moment, il jouait un morceau que j'aime beaucoup. Ce morceau qu'on a déjà enregistré sur notre album. C'est Zin Oui Oui. Zin Oui Oui qui veut dire la marmite noire qu'on reçoit à la Casa Blanche. C'est-à-dire, tu peux être riche. Tu peux être issu d'une famille pauvre et devenir riche. Comme l'inverse aussi est possible. On n'en parle pas souvent, mais c'est possible aussi. Voilà. D'accord, donc une rencontre qui s'est faite au détour finalement d'une séance de répétition pour Landry Maïndé, d'accord. Et quand cette rencontre elle s'est faite, tout de suite vous avez senti en fait qu'il y avait beaucoup d'atomes crochus, c'est ça, d'accord. Mais après on s'est perdu de vue et c'est par ce monsieur que vous avez évoqué tout à l'heure, Amangbeyon, qu'on s'est encore reconnu. D'accord. On a renoué encore les contacts parce que Amangbeyon devait donner un concert où il m'a dit j'ai besoin que tu sois avec mon second guitariste. Je lui ai dit, mais quel est le guitariste? Il a dit, s'il vient, tu vas le voir. D'accord. Il ne m'a même pas dit le nom. Et c'est comme ça, ils sont venus chez moi à la maison. J'ai revu Landry. C'était en quelle année? C'était quand? C'était en 2016, si je ne me trompe pas. D'accord. C'était en 2016. Donc c'est comme ça ils sont venus. Avant l'Afrique a un incroyable talent qui a eu lieu donc l'année dernière. Voilà. D'accord. Donc c'est comme ça ils sont venus. Ils sont venus et on a organisé le concert ensemble et on a donné le concert ensemble. Et j'ai dit à Landry, mais on devait normalement travailler ensemble. C'est à Cotonou. D'accord. Et j'ai dit à Landry, mais on devait normalement travailler ensemble. Mais il se pouvait qu'on ne s'est plus donné, on ne s'est plus vu. On s'est perdu de vue. Maintenant, il faut qu'on se donne la main pour qu'on y travaille. Qu'on y travaille vraiment. Voilà. Et c'est comme ça on a commencé par travailler. Oui. On a en 2016,
Même, on a fait le tour des collèges parce qu'on a des D'accord. morceaux qu'on prend pour conscientiser nos jeunes frères à travers la musique. À travers la musique. La musique qu'ils aiment tant, mais nous, on met des paroles éducatives pour pouvoir les éduquer encore plus. Et donc, c'est comme ça. Sensibiliser. Est-ce que je suis dans le vrai quand je dis que l'une des particularités du groupe Landry Plus, c'est l'acoustique, c'est de la musique acoustique? Ouais, c'est la musique acoustique parce que d'abord, c'est la guitare acoustique et la clarinette et la flûte. En plus, ça, il n'y a plus autre chose. Il n'y a plus autre chose. Voilà. Et l'autre particularité finalement de ce groupe, c'est aussi ces petites vidéos qui sont publiées sur les réseaux sociaux, notamment sur la chaîne YouTube du groupe. Je pense que depuis le début de cet entretien, le réalisateur, Sabin Chaudaton, qui nous gratifie de quelques c'était à Savalou. C'était à Savalou. Ce genre de vidéo, d'accord? C'est à Savalou, oui. Savalou. Non, pas Savalou, excusez-moi, c'était à Paubet, je ne me trompe pas. Paubet, d'accord. Ouais. Comment elle se réalise justement ce genre de vidéo? Comment vous les faites? Est-ce que vous vous levez un jour et puis vous vous installez quelque part pour le faire? Non, cette vidéo, c'était un ami français qui nous a dit, mais ce que vous faites, on ne vous connaît pas. Oui. Mais il faut faire des petites vidéos et mettre ça sur YouTube. Là, les gens pourraient aller voir ce qui se passe avec vous. Et donc, c'est comme ça, il a pris son portable, il a filmé, il a mis ça sur YouTube. C'est lui qui nous a fait ça. D'accord. Et ça, c'est le morceau Sopuito. Le morceau Sopuito. Quand ce n'est même pas encore enregistré au studio. Enregistré au studio, parce qu'entre-temps, ça a été fait déjà. Voilà. D'accord. Je propose qu'on suive maintenant une autre vidéo, d'accord, ou un autre clipant. Il comprendra, il se reconnaîtra, celui qui a dit ça ce matin. Donc, une autre vidéo du groupe Landry Plus. Je pense que la vidéo, on l'a déjà suivie d'ailleurs sur ce plateau. C'était à l'occasion de la fête des mères ou la fête des pères. Je la proposais justement donc par ici parce que je trouvais qu'il y avait quand même une sorte de lien avec le morceau. C'est Affinimit du groupe Landry Plus. Nando menjito mejino Hengigbe akoyonu mi weyi Beme kunan ve usolero Fimando were Mejito mejino Hengigbe akoyonu ye weyi Ye kunan jowe do se ae Ndokore na biami Eyi mi fonsansan Chorumina zia foro come io Mi veno judese 2000 Oh papa elo Afili mi wede buno Veno judese 2000 Domenju Many you know me say oh mama Eloe I feel me with the buno Veno hoda sadomi Damenche Piano e mi no eton Maracondo movo Bodan segni mi toho koe Ene jezor mi fomboro we sonudo And many you know me Papa elo, afili mi wede buno, vano jure se domi, dome ju, bemeni yonu mi si hai. Oh mama elo afili mi wede buno, vano jure se domi, dome ju, beado go me mi ton cierto. Oh daddy mi no hoe, nuwe u mi magbe. Mawada yi kuba eloji bisemini wae
yeah. Yeni wana milo ba bueno, todo pulido son un yeah. We love, me no joda no yeah, baba ni no yeah. Ah oui. Et là, je pense que ça peut s'inviter autour d'une piscine avec un peu de lumière tamisée pour des galas, pour des manifs un peu classe, select, oui. Pas pour enfants, hein, je suis tout à fait d'accord. Pas pour des manifs pour enfants, pas des pour les fofos. D'une certaine trempe. Pas pour les fofos. Oui, c'est vrai, c'est assez soft, assez digeste, assez profond finalement. Et je le disais donc, une vidéo qu'on a proposée dans le cadre, je pense, de la célébration de la fête des pères ou la fête des mères par ici, sur ce plateau, parce que je trouvais justement qu'il y avait un lien quand même. Explique-nous un peu ce qui se dit concrètement dans ce morceau et après, dans quelles conditions est-ce qu'elle a été réalisée? Surtout que là, on ne voit que Landry Maïdé et pas les deux Landry. Et cette vidéo, il faut avouer qu'ils l'ont fait. En ce moment, j'étais en Suisse. D'accord. Donc, j'étais pas au pays. Donc, c'est le monsieur en question qui l'a fait. Le monsieur blanc. Il s'appelle comment? Il s'appelle Christian Pascolt. Christian Pascolt. Oui, Christian Pascolt qui nous apprécie beaucoup et qui nous accompagne aussi beaucoup, je le dis franchement. Et Aflimi en question, c'est un morceau qui demande la bénédiction des parents. Le tout ne suffit pas comment je vais dire, il y a la prière qui doit accompagner les enfants. Il faut les accompagner en prière. Parce qu'après, c'est l'enfant qui va s'occuper de ses parents. Bien sûr. Donc c'est ce qu'il dit au viueno rento, viueno. Et il faut vraiment prier. C'est la bénédiction. Donc demander aussi finalement aux parents de nous bénir. De nous bénir, voilà. Parce que quand un parent dit oui, ça arrive de te suivre voilà, pour toute la vie. Donc tout faire pour être dans les bonnes grâces en fait des parents et à chaque fois leur demander leur bénédiction pour que cela puisse nous accompagner dans notre quotidien. Quand tu te souviens de moi, n'importe quel moment, il faut prier pour moi. Envoie une prière. Voilà, quand tu te lèves sur ton lit, il faut prier pour moi. Maman, il faut prier pour moi. D'accord. C'est le morceau à Flimby. C'est ce qui s'appelle. Quand on sait que la prière des parents, surtout des mamans, elle est aussi puissante que les rosaires adressés à tel ou tel saint ou dénouer telle ou telle prière. Surtout quand votre maman, du fond de son cœur, même qu'elle soit même hors du Bénin, touche, se lève un beau matin et pense à vous. Et pense à votre réussite, c'est plus efficace que tout. Bien sûr. Et qu'elle vous l'exprime ou non, quand elle pense intimement que son petit Aripa qu'elle a vu jouer il y a tel nombre d'années, se doit de réussir. Peut-on seulement savoir à quoi doit-on cet exemple-là en particulier? On lui posera la question tout à l'heure. Alors, je rappelle qu'on a avec nous sur le plateau, chers amis, pour peut-être vous qui venez de nous rejoindre en ce moment, c'est le groupe Landry Plus. Et pourquoi Landry Plus? Parce qu'ils sont deux dans le groupe et que les deux portent justement le prénom Landry. Ils n'ont pas trouvé mieux que donc de donner le prénom Landry au groupe et d'ajouter le petit plus. Le plus. La vidéo justement qu'on suivait tout à l'heure donc à Flimi, elle a été tournée ou enregistrée où? Et devant la maison des Blancs en question. D'accord. Là où ils avaient Christian Pascolt, c'est bien ça. Christian Pascolt. D'accord. La participation à l'Afrique a un incroyable talent aux côtés de Amambouyon. Expliquez-nous un peu comment c'est arrivé. Qu'est-ce que vous avez retenu justement de cette expérience? Ce fut une très belle expérience parce que j'étais à la maison comme ça un dimanche et Amambouyon m'appelle et dit qu'il doit participer à un concours de l'Afrique a un incroyable talent. Et je lui ai dit, bon, moi ça ne me gêne pas. Vous connaissez la compétition? Il faut appeler Landry. S'il donne son accord,
on viendra à deux, on va t'accompagner. Et il a eu une présélection avant d'être sélectionné. Donc il a été sélectionné et comme ça on nous a envoyé les billets d'avion. On était en Côte d'Ivoire. Et malheureusement, nous n'étions pas en demi-finale, mais il a quand même eu les 3 oui des membres du jury qui ont aimé sa prestation. Donc voilà, c'est comme ça. Et en plus, ça fait vraiment très 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 bien d'être entouré de plusieurs talentueux. Et de partager encore des expériences. Des expériences, oui, apprendre de nouvelles choses. En donner aussi aux autres. Voilà, et nouer également d'autres contacts, des liens qui pourraient te permettre aussi, quand tu seras aussi de nouveau dans le pays, pas dans le cas de l'Afrique un incroyable talent, tu pouvais faire des choses. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Et que de pouvoir rencontrer aussi, pourquoi pas, quand même, la grande Angélique. Voilà, et bénéficier de ses conseils. Et le jour-là même, nous, on a eu la chance et il y a Fally Ipupa qui a pris cette guitare, qui a joué et qui nous a accompagnés. Ah ben super. Donc, voilà. Faudra penser à la mettre aux enchères prochainement. La guitare jouée par Fally Ipupa. Elle m'a rabillé. Allez, plus, comme le dirait l'autre. Merci franchement d'être passé nous voir sur le plateau de Matin d'Eden. Un mot à ajouter, quels sont les projets immédiats du groupe? Voilà, il y a, après les 5 singles qu'on a déjà lancés, il y a l'album de 12 titres qui est déjà prêt. Mais nous avons vraiment besoin de l'accompagnement pour voir c'est déjà prêt, nous avons déjà fait le travail, le maximum de travail au studio. Tout en acoustique, c'est ça? Oui, tout en acoustique, c'est au studio. Mais il faut vraiment moyen pour pouvoir peut-être lancement, la promotion, tout ça. Donc il y a un clip aussi, le clip de Sokoto qui est en promotion, qui a été réalisé. Il y a un concert à Porte-Nouveau qui est en train d'être organisé. Mais ce qui nous importe beaucoup, c'est comment faire le lancement de l'album. D'accord, c'est prévu pour quand ou c'est pas encore vraiment décidé? Bon, normalement, nous sommes en train de prévoir ça pour les vacances. D'accord. Pour pouvoir... On va laisser un contact pour finir, peut-être justement ceux qui aimeraient aider. C'est le 96 69 49 49. On répète? Soit 96 69 49 49. Merci d'être passé donc nous voir. Je vous dis bonne chance. Merci. Faites ce que vous aimez. Merci. Continuez à le faire. Continuez à le faire autant que vous pouvez. Allez, pour ceux qui nous suivent en ce moment à la radio, un petit bonus pour vous. On les reçoit aussi tout à l'heure sur la Musical Info. Et on aura donc la possibilité d'assister justement à des séances live en studio, ou en tout cas semi-live donc en studio avec eux. Le groupe au complet évidemment, l'autre Landry aussi, qui sera donc des nôtres. Et on s'amusera donc ensemble sur la 102.3 à partir de 11h sur Diaspora FM, la Musical Info. Le monde est à vous. Merci beaucoup. Oui. Merci Ahmed. Et comme l'a dit Ahmed, faites ce que vous aimez faire. Continuez. Continuez à le faire. Alors, merci, bonne journée à vous, Ahmed. Et en ITT, si tout va bien, je pense qu'on va aller retrouver Mokobe qui se propose de nous ramener au Wakanda. Vous savez, quand on parle du Wakanda. C'est du neuf ou non, du old? C'est du neuf, du vraiment neuf. En fait, quand on parle de Wakanda, Mokobe, évidemment, c'est le 113. Il fait partie de ceux qui ont fait des beaux jours de la scène hip-hop. Sur le continent, il est de retour, voilà, et tel un phénix, il renaît toujours de ses cendres. Ici, il nous propose donc de revenir au Wakanda. Quand on parle du Wakanda, ça fait penser inévitablement à ce film-là d'aventure, Black Panther, qu'ils vous souviennent, qui mettait donc en exergue le royaume du Wakanda, riche royaume africain, avec une richesse incroyable, mais peu connue finalement. On va donc revisiter le royaume avec Mokobe en fin d'émission, si tout va bien. Oui, très prolixe. Et ça on vous le connaît. Merci Ahmed. La Musical Info, c'est à 11h00 sur la 102.3. C'est bien la radiodiffusion Diaspora FM. Bien sûr. Vous serez avec Ahmed Harikwa. Et du bavardage à plein temps, agrémenté de bonne musique. Et pendant qu'on y est, pourquoi ne pas faire un tour sur la Musical Info tout à l'heure? Parce que hier, on célébrait quand même le 4e anniversaire du démarrage des programmes de la radio. Mais on n'a pas eu le plaisir de vous avoir avec nous. Du coup, passez tout à l'heure. D'accord. Invitation reçue. Voilà. Et l'invitation sera traitée quelques minutes après Matin d'Eden et je lui donnerai une suite.
Alors, Judical Polika-Païdinou sera à nos côtés. Je vous l'ai dit, Ahmed Arikpa, ce sera à travers une bonne dizaine de questions. On va revisiter la Coupe du Monde Russie 2018, l'Afrique et Russie 2018, Russie 2018 et les gloires. Je l'ai dit que Russie 2018 a sonné un peu comme le crépuscule des gloires. Oui. L'organisation de la Coupe du Monde Russie 2018 et moi, mon constat, c'est que j'ai noté qu'il y a eu moins de révélations au cours de ce mondial. On va en parler avec lui, Judical Polika-Païdinou, en une dizaine de minutes. Papa hello, afili mi wede buno, vano hore sedo mi, dome ju, bemeni yono mi si hai. Oh mama hello, afili mi wede buno, vano hore sedo mi, dome ju, beado go me mi don fier don. Oh daddy mi no ho, no we u mi magbe. Et oui, je vous l'ai dit que la chronique sport ce matin prendra une allure d'interrogation écrite, mais pas écrite, d'interrogation orale, je dirais. Il sera soumis, je vous l'ai dit, il sera soumis à une bonne dizaine de questions, avec relance, donc ça peut bien aller au-delà d'une dizaine, bien évidemment. Bonjour Polika. Bonjour Loris et bonjour à tous. Je signale que je n'ai pas eu le choix, que Loris m'a imposé ce format de chronique ce matin. La bonne nouvelle, c'est une nouvelle version. La bonne nouvelle avec le choix d'une interrogation orale, comme vous le dites, c'est qu'on n'est pas tenu de répondre à toutes les questions. Mais bien sûr, bien sûr. Ça, c'est la particularité. Oui, ici, on est contraint de répondre à toutes les questions. Pour le plaisir des téléspectateurs, des auditeurs, bon, je serai bien obligé de dire un mot sur chaque question que vous allez me poser. Voilà. Oui. Alors, je l'ai dit, Judical Polika-Païdinou, on va revenir sur l'essentiel du mondial Russie 2018, surtout l'Afrique dans ce mondial. Oui, Loris, la participation de l'Afrique à ce mondial 2018, comme vous le dites, ça sonne comme un échec, c'est un gros échec pour le continent, avec 0 qualification pour le second tour. Donc, c'est le plus gros point noir donc, de cette participation pour le continent africain. Et quand on pense au fait qu'il y avait quand même des chances de qualification pour certaines nations. Il y avait quand même certaines équipes qui nous faisaient rêver. Oui, qui nous ont fait rêver jusqu'au bout, jusqu'à la fin de la 3e journée de groupe. Le cas du Sénégal, le cas du Nigeria. Voilà, deux équipes qui ont frôlé, on dira, la qualification. Exactement. Et moi, je l'ai dit depuis le coup d'envoi de... Les Super Eagles dont les qualifications tenaient à un nul, je crois. Nul, oui, ça pouvait aussi passer. Tout au moins ça pouvait aussi passer avec un nul pour les Super Eagles, mais malheureusement, l'Argentine a donc. Je crois idem pour les Sénégalais. Remporté la partie, oui, je crois, oui, pour les Sénégalais aussi, avec un point, oui, ça passait. Ils n'étaient pas tenus d'avoir une victoire. Forcément, une victoire, mais malheureusement, les choix opérés par ces deux sélections n'ont pas été les meilleurs. La faute, donc, à leurs différentes attaques qui auraient dû inscrire des buts au cours de la 3e. journée, ou tout au moins éviter l'échec. Donc, ces différentes formations n'ont pas réussi à faire. Est-ce que les équipes africaines ne négocient pas mal leur entrée dans cette compétition, souvent, lors des premiers matchs, les premières rencontres? Est-ce qu'on ne négocie pas déjà mal l'entame? Oui, je vois là où vous voulez en venir, le cas de l'Égypte qui a subi un échec, le cas du Maroc avant qui a subi un échec d'entrée de jeu. Oui, ça fait partie des raisons qui expliquent le bilan négatif que nous présentons aujourd'hui. L'Égypte, dans son groupe composé de la Russie, de l'Arabie Saoudite, de l'Iran, avait un coup à jouer dans ce groupe. Et face à l'Iran, vous vous rappelez, c'est dans les toutes dernières minutes, par manque de concentration, manque de concentration que le but est intervenu. Et après, ça a compliqué la qualification. Et cela pose aussi par la suite. Le cas pour le Maroc, surtout quand on se rappelle la façon dont le Maroc est sorti face à l'Espagne difficilement. Le Maroc a concédé le match face à l'équipe de l'Espagne qui doit, elle, sa qualification pour le second tour à ce résultat obtenu face au Maroc. Revenons donc
au cas du Sénégal qui, de mon point de vue, et je suis persuadé que plusieurs personnes partagent la même idée, c'est le plus grand échec donc, de ce continent. Dans ce groupe, je vous l'avais dit à un moment donné, pour moi, s'il y avait une équipe qui méritait ou qui avait les moyens, le plus de moyens de passer au second tour, c'était le Sénégal. Vous n'aviez pas manqué de mettre en évidence la force que constituaient certaines formations comme la Colombie, la Colombie, le Japon, qui se retrouvaient dans la même poule que le Sénégal. Et je vous l'avais dit, malgré tout ça, le Sénégal avait des chances de se qualifier. Le Sénégal est d'ailleurs même très bien entré dans la compétition en remportant le premier match et ensuite en concédant un match une face au Japon. Mais le match, il ne fallait pas surtout perdre. C'est celui qu'il a opposé à la Colombie. Et comme je l'ai dit, dans cette rencontre, l'équipe n'a pas fait ce qu'il fallait faire. À sa décharge, c'est l'occasion de le dire. On aurait pu, le pays aurait pu bénéficier d'un pénalty. Vous vous rappelez de l'action de Sadio Mané. Qui n'a pas été sifflé. L'arbitre, en dépit du recours à la vidéo, à l'assistance vidéo, arbitrale, n'a pas offert ou n'a pas accordé le pénalty à l'équipe du Sénégal. J'apprendrai il y a quelques jours que l'arbitre, en revoyant les images à vitesse réelle, s'est dit qu'il aurait pu le faire, qu'il aurait pu accorder le pénalty à Sadio Mané. Peut-être qu'avec ça, certainement, le Sénégal aurait eu la chance de se retrouver au second tour et ne serait pas en train de dresser le bilan que nous faisons actuellement de l'Afrique. Alors, on laisse l'Afrique judicale pour le cas Païdino. Maintenant, Russie 2018 et les gloires. Oui. Et les grands noms. Oui, d'abord les confirmations de grands footballeurs qui étaient annoncés, qui font partie des grosses vedettes, des grosses stars du football mondial, qui ont justifier leur statut de star, de vedette, qui sortent du lot. Pour ma part, d'abord, en tout cas, Modric est lui d'ailleurs tout logiquement meilleur footballeur donc, du tournoi. Ce n'est pas tout à fait une surprise pour le milieu de terrain du Real Madrid, dont on connaît la qualité de jeu, dont on connaît l'apport, l'influence dans une équipe et ce qu'il sait réaliser. Il a su le faire également en sélection, au point de porter cette sélection jusqu'en finale. Malheureusement, il a perdu cette rencontre donc, face à l'équipe de la France, alors qu'on voit donc Modric élu meilleur footballeur donc, de ce tournoi avec son trophée. Un peu déçu, tout logiquement, mais pour Modric, ce sera quand même une très belle Coupe du Monde, sauf qu'il aurait voulu aussi avoir le trophée de la Coupe du Monde, trophée Silvio, donc Gazzaniga. Ensuite, seconde confirmation pour moi, Eden Hazard, le Belge. Vous avez suivi avec moi son rôle dans l'équipe de la Belgique qui a terminé donc à la troisième place donc, de ce mondial. Le joueur de Chelsea qui également a réalisé une très belle Coupe du Monde. On peut ajouter à ces deux footballeurs un troisième, Harry Kane. Eden Hazard, je ne vous arrête pas pour les cas, mais je ne le croyais pas aussi dense, tout aussi talentueux. Il faut dire que ce mondial m'a permis cette fois-ci de mieux connaître ce qu'il contient au fait sur l'aire du jeu. Et pourtant, ce n'est comme je le dis, qu'une confirmation de son talent, parce qu'il faut le voir jouer, il faut le voir évoluer avec le Football Club de Chelsea en Angleterre, en Première Ligue et dans d'autres compétitions. Il faut le voir évoluer dans des compétitions à envergure plus internationale pour voir à quel point il est important pour une formation. Et dans ce groupe, ces deux footballeurs qui, curieusement, sont des capitaines de leur formation, ont su jouer non seulement leur rôle de leader, mais ont su apporter le talent qu'il fallait à leurs différentes sélections. Et je voudrais ajouter à ces deux footballeurs, Harry Kane, Captain Kane, du côté anglais, qui a également fait ce qu'il avait à faire, au point de finir même meilleur buteur de ce tournoi avec 6 réalisations. Ah oui, ça ce sont les gloires révélées, mais il y a, vous l'avez dit à l'entame, on ne les classera plus au rang des talents révélés, mais des seigneurs du foot qui n'ont pas connu, je dirais, le succès, oui, pourtant l'un a très bien commencé le tournoi, je pense à Ronaldo. Fulgurant, bien sûr, réalisant éloquent, bien sûr, tous les qualificatifs positifs que vous voulez, et donc un peu, si vous voulez aussi dithyrambique pour dire ce que vous voulez exprimer. Oui, Ronaldo qui a quand même bien débuté le tournoi, triplé, pour commencer, qui plus est, face à l'équipe de l'Espagne en match inaugural pour l'équipe du Portugal, et ensuite Ronaldo a disparu entre griffes. Devenu un tout petit peu transparent. On aurait aimé le voir faire mieux que cela. Il aura quand même marqué à sa manière le tournoi en ajoutant un 4e but, donc pour le faire un total de 4 buts. Je ne vous cache pas que
après l'avoir vu disputer la première rencontre, je me suis bien imaginé que Ronaldo finirait meilleur buteur de ce tournoi. Ah oui. En tenant compte de la façon dont il a débuté le tournoi, en tenant compte de l'engagement. C'est vrai qu'il avait démarré de manière très incisive. Oui, de manière très forte. Et connaissant aussi sa volonté de marquer les esprits, d'envoyer un message à ceux qui devaient les recevoir. Donc, j'imaginais Ronaldo traverser le tournoi tout en étant flamboyant comme il a l'habitude de l'être. Malheureusement pour lui, ce n'est qu'en Ligue des Champions qu'on a vu cela cette année et surtout encore avec le Real Madrid qu'il a quitté très récemment pour rejoindre la Juve. Et puis le second, évidemment, puisqu'on parle de l'un, on ne peut ne pas parler de l'autre, c'est évidemment Lionel Messi, plus décevant quand même que Ronaldo, auteur d'une réalisation donc, face au Nigeria, vous vous rappelez donc de ce but donc, du footballeur de l'équipe de l'Argentine. L'Argentine sortie finalement 8e par la France et l'Argentine plutôt déçue parce que tout un pays comptait donc sur la star du Football Club Barcelone pour pourquoi pas aller très loin dans la compétition, mais on avait tous les problèmes que l'équipe de l'Argentine a connu au cours de ce mondial, des choses qui ne pouvaient pas lui permettre d'aller plus loin que les huitièmes de finale. Et même les huitièmes de finale, de mon point de vue, c'était déjà trop donné donc, à cette équipe de l'Argentine. Judicaël Polycap-Aïdi, nous avons encore, je crois, un peu plus d'une trentaine de secondes à passer. Je disais à l'entame de votre chronique que Russie 2018 n'a pas pour autant révélé de nouveaux talents. Pas pour autant, je l'entends, mais on en a quand même eu quelques-uns. Le cas du gardien de la sélection anglaise, Pickford, dans les buts de l'Angleterre, auteur donc de certains arrêts pour l'équipe d'Angleterre. Et comme je l'avais également précisé, ça restait pour moi aussi l'une des plus grosses armes de cette équipe anglaise parce que ces dernières années, la sélection des Three Lions a eu beaucoup de soucis à ce poste justement de gardien de but. Et c'était le plus pour cette formation anglaise. J'ajouterai à ce lot le latéral français Pavard, auteur d'un excellent but donc face à l'Argentine. La presse française pense même que c'est le déclic pour cette formation française qui était quand même menée 2-1 ou 1-2 en huitième de finale, 2-1 par l'Argentine, jusqu'avant cette égalisation, et c'est ça qui a redonné à cette équipe française toute la force dont elle a fait preuve pour aller soulever le trophée. Judicaël, on réserve le dernier sujet pour demain, notre fameux ou fameuse VAR. Ça dépend de si vous lisez le principe, le concept en français ou en anglais. Oui, comme nous on le dit, c'est le ou la VAR, en tout cas selon la façon dont vous voulez désigner cette technologie. On va l'apprécier. Ce VAR ou cette VAR a-t-il ou a-t-elle arrangé les choses ou n'en a-t-il pas un peu enlevé de l'épice, une part d'épice au jeu? Certainement, parce que le jeu, il est humain. C'est vrai, dans cette recherche de justice, ou dans cette volonté de corriger des injustices, on a quelque peu, je dirais, rendu un peu fade. Oui, toute la chaleur, toute l'effervescence qu'on connaissait, qu'on reconnaissait à chaque match de football, parce que ici, vous savez, on crée au même moment, en voulant corriger l'injustice, on crée une part de frustration pour l'équipe adverse. Oui, l'utilisation de la VAR ou du VAR, comme on le dit, ça a certainement enlevé au football tout ce que vous avez mis en évidence, donc ce suspense qui dure, cette indécision, cette incertitude à propos d'une action, d'un but marqué ou non, oui, ça c'est un fait. Mais le but de l'utilisation de cette technologie, c'est de contribuer à un meilleur arbitrage. Le principe semble révéler quelque peu des lacunes de certains arbitres aussi. Oui, on l'a vu. Littéralement, d'abord, est-ce qu'ils y vont? Est-ce qu'ils doivent y aller vers à ce propos, il faut préciser, c'est l'arbitre assistant qui interpelle l'arbitre qui est sur le terrain pour qu'il aille visionner donc l'enregistrement ou bien les images de la vidéo, ou la vidéo tout simplement. Donc, on va y revenir. Les arbitres ne sont pas tout à fait libres, mais par la suite, ils doivent interpréter. On va y revenir, et ce ne sera pas tout pour demain. Il y aura aussi les insolites. Il n'y a pas eu que des bonnes actions, il y a eu aussi les fameuses vidéos Neymar. Oui, je vais vous en proposer demain, Polycap. C'est terminé, Polycap. Merci pour cette lecture. Merci à vous aussi de nous avoir permis
revisiter, de rejouer Russie 2018 à notre manière. C'est tout pour aujourd'hui. Mokobe que vous suivez déjà sur Wakanda. Rendez-vous demain pour un dernier numéro de Matin d'Éden. N'oubliez pas la première grande édition d'information tout à l'heure sur votre télévision Eden TV et la Musical Info. Je vous y invite tout à l'heure à 11h avec Ahmed Arikpa. Bonne journée, à très vite. Les bras croisés comme au Wakanda, casser les reins, danser sur le son du Wakanda, 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 là ça va bouger Wakanda, on va s'enjailler Wakanda, et Wakanda, fier d'être africain, les bras croisés comme au Wakanda, casser les reins.